Salut les Wargamers, c'est Ivy de French Game Show, votre chaîne de repas de bataille tuto et live peinture. Ce soir, petit talk show autour de l'actualité et de Warhammer Age of Sigmar. Je vais être en compagnie de Titi. Comment ça va, mon Titi? Mais ça va super bien et toi? Je suis trop Écoute, content. franchement, ça va super bien. Ouais. Il y avait le festival des jeux de Cannes ce week-end. On va un petit peu en parler, ça va être très cool parce qu'il y avait 15 stands de figurines. Bah, du coup, on va parler dessus. Hein. Donc, écoute, cette vidéo va se terminer dans environ 2 minutes. Très court. Merci beaucoup et bonjour à tous au niveau du chat. C'est vrai que ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que vous allez bien. Déjà quelques merci beaucoup à Ace, à Scract, à Tendria, à Monsieur Lertac et à... Et toi, le dernier. Et à Patrato. Donc bonsoir à tous les gars, merci beaucoup d'être là. On est donc jeudi soir, il est 20h45. Ouais. Déjà grosse annonce, c'est le fait que demain soir à 20h30 commence le top 8 de Warhammer Age of Sigmar sur Twitch. Ouais. Donc un tournoi de 8 joueurs en mort subite. Mort subite tout de suite. Immédiate. Exactement. C'est dès le Shifumi début de game. Il y a le mec, il a déjà un pied dans la tombe. Qui sera co-animé avec Pride tout le week-end. Tout le week-end. Ça sera une partie vendredi soir, 3 parties le samedi et 3 parties le dimanche pour justement la finale dimanche soir à 20h30. Donc toi t'es joueur. Ouais, déjà, moi je suis joueur, ouais. Comment tu te sens à 24h La pression monte. On va voir là ce soir, on va pouvoir découvrir les listes, tous les joueurs et du coup les match-up avec les scénarios, parce qu'on sait qu'il y a une grosse incidence à Age of Sigmar sur les scénarios, donc ça va vraiment être hyper sympa de découvrir ça avec vous. Et du coup, l'ensemble des joueurs vont découvrir aussi les listes qu'ils vont affronter. Ah, c'est vrai que là, d'accord, ok. Il y a une grosse aide. C'est-à-dire que ceux qui sont les plus chauds dans le chat, normalement, c'est les joueurs. Ils disent demain, est-ce que je le pète, est-ce que je le pète pas? Alors, déjà, je vais aussi en profiter pour remercier Eltion qui est le régisseur de la soirée. Est-ce que Eltion, tu peux passer, s'il te plaît, sur l'ordre du jour? Hop là, donc si on regarde un petit peu le sommaire de la soirée, on va parler de l'actualité bien évidemment, de Warhammer Age of Sigmar, de French Game Studio au niveau justement de la structure, aussi de moi. En tant qu'une petite humain. Ma vie, mon œuvre. On est là. Et toi aussi, puisque justement, tu as été assez actif, tu as fait un tournoi il y a quelques semaines, et surtout, tu en fais un dans une semaine et demie. Ouais. À Amsterdam. International Player. Ça, c'est stylé. Ensuite, tu nous as prévu un petit chapitre Quoi de neuf dans le méta où tu vas nous présenter justement 3 listes qui ont performé sur le tournoi The Lone Star, qui était un grand tournament de 100 joueurs. Ouais, assez stylé surtout. Et surtout, le top 3 est très stylé. Voilà, il va vraiment perturber un peu. Et grosse surprise pour les joueurs Gloomspite, restez connectés parce que ça va vraiment être super sympa. Oh, ils sont que 2 en France, dont un qui est ici. Mais Eltion est super chaud. On aurait pu le faire offline celui-là. Ensuite, tu as préparé aussi un petit récap de ce qui s'est passé sur les FTC, donc sur les championnats de France pour la partie sud-est, et aussi un petit planning par rapport justement à la fédérisation de l'équipe de France. On va dire un tout petit peu sur les championnats du monde qui va arriver, de AOS. Ensuite, on présentera bien évidemment le roster de notre top 8, donc justement du tournoi qui va y avoir ce week-end. On va présenter les joueurs, leur liste, les scénarios. Et ensuite, on terminera tout simplement par une petite section justement radio libre. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc on commence tout simplement par le premier sujet, c'est-à-dire l'actualité de Warhammer Age of Sigmar. On a appris dimanche soir par Warhammer Community que allait sortir en précommande samedi à 11h le nouveau Battle Tome des Fire Slayer ainsi que celui des Idounettes. Ça tombe bien, ils seront tous les deux présents sur le top 8 de ce week-end et ça tombe bien. Hasard. On sera avec justement les nouveaux Battle Tome, donc ça va être super cool. On précise aussi que les joueurs qui font le top 8, à part les joueurs qui vont jouer ces armées-là, justement, n'ont pas lu le livre. Et donc, on fera des parties relativement didactiques, ou en tout cas, au niveau justement du brief qui ont été faits, c'était de faire des listes qui étaient, on va dire, un petit peu passe-partout, c'est-à-dire pas de spam débile et ainsi de suite, et bien expliquer les combos potentiels à son adversaire. Vous verrez dans la liste, il y a quelques petites restrictions pour quand même que... Donc, tout est très compétitif, mais quand même avec une certaine variété. Et du coup, les deux joueurs effectivement qui vont amener les nouveaux livres vont en plus explorer, je pense même eux-mêmes, les livres en direct live. Donc ça va être très sympa. Yes. De toute façon, ce qui se passe, c'est que donc la première partie du top 8, je le disais tout à l'heure, c'est vendredi soir à 20h30. Et ensuite, ça sera tout simplement le samedi matin à 10h. Et la deuxième partie, c'est-à-dire celle qui va vraiment jouer les nouveaux Battle Tome, ça sera en début d'après-midi. Donc les personnes qui sont vraiment intéressées et qui ont une vraie appétence pour ces deux armées-là, vous aurez normalement de regarder justement le temps de regarder sur YouTube le Battle Tome Review qui lui sortira à 11h. Et la game, elle, derrière, je crois commencera à 15h de mémoire. On balancera de toute façon le planning sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour l'actualité d'Age of Sigmar, c'est quand même super cool. Même si on peut entre guillemets
critiquer ou émettre des doutes sur le fait que c'est pas forcément les Battle Tom qu'on aurait mis en premier au niveau justement de la sortie de cette V3, au moins ça a le mérite d'arriver. Et ça veut dire que derrière, normalement tout devrait découler et ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce que tu penses toi justement de l'arrivée aussi bien dans le méta de ce que tu peux imaginer du First Layer, c'est-à-dire du roi du corps à corps avec une faible projection, et aussi des idounettes avec le contre-ultime contre le tir, même si il y a les COS, remarque, qui sont arrivés. Il y a les COS, il y a les Stormcast évidemment qui sont là. Moi, ce que j'attends, c'est vraiment de perturber un peu le méta qu'on a aujourd'hui, qui est plutôt... Là, on arrive dans un méta qui commence à se figer, c'est-à-dire qu'on a bien compris que Stormcast c'est mis en haut du panier. Ils ont fait un petit plus 11% de win rate sur les mois depuis qu'ils sont arrivés là. Ils trustent un peu tout. Les dragons, on a compris que c'était fort, ok, c'est sympa et tout, c'est bien arrivé. On a une autre vague de dragons. Maintenant, il serait bien que le First Layer, il arrive et dise moi aussi, je sais faire du close et je casse des bouches un peu des dragons, je suis bon en objectif. Donc je vais aller chercher un peu le Stormcast sur ces plateaux-là. Je suis capable de résister peut-être à Living City. Ça serait bien aussi. Moi, j'aimerais beaucoup une armée qui soit capable d'encaisser cette espèce d'alpha un peu qu'a Living City. Et Idonet, qui garde un peu son rôle et qui revienne un peu. Tout simplement, les gens ont un peu arrêté de le jeu parce qu'il y avait ce côté White Dwarf sorti un peu à cheval entre le bouquin et pas le nouveau bouquin. C'était toujours très fort, mais je pense que là, les joueurs Idonet vont vraiment revenir en compète avec la nouvelle armée bien... Objectivement, tu l'as dit, avec justement ça, on était sur un Battletome qui était cassé. Faut arrêter. Complètement. Si tu veux, t'as eu 3 éditions, 3 modifications au niveau de tes règles, qu'à côté de ça, t'es sur quelque chose qui est plus du tout méta, avec des plus en blesse, des rerolls de la blesse, des rerolls de la touche. Ça avait pas trop de sens. Armée, exactement, étant 2+ reroll pour toucher, 2+ reroll pour blesser, c'était plus cassé. Tout ça est revenu, on va dire, à la normale, avec une vraie profondeur de jeu. Ce qui est très sympa, je peux déjà en parler, c'est le fait qu'au niveau de ces Battle Tom, la première lecture, c'est marrant, c'est, on va dire, une V2.5. Et en fait, quand tu commences vraiment à rentrer en profondeur dedans, tu te rends compte que tu vois où en fait Game Workshop veut t'emmener avec ces Battle Tom là. Et c'est sympa. C'est une fausse mise à jour pour vraiment un vrai nouveau livre d'armée, et ça donne envie justement de le jouer et ainsi de suite. C'est plutôt cool quoi. Et puis en plus il va y avoir un timing assez serré parce que du coup il y a tous les meilleurs joueurs entre guillemets compétitifs du monde qui vont se plonger pendant quasiment plus d'un mois sur ces listes là, sur ces bouquins, et voir, et c'est eux qu'on va voir du coup dans un mois et demi quand les livres vont être publiés, s'ils sont rentrés dans le méta, si les joueurs ont pris le pari de jouer ces armées là aussi, si elles ont été sur le papier dans les premiers tests assez compétitives. Et du coup, ça va vraiment être sympa. Je pense ce côté-là de voir si d'un seul coup toutes les équipes Horror jouent et des First Layer et des Idonet, ou finalement pas trop, et qu'ils font une entrée un peu timide. Et voilà. Et du coup, on va vraiment avoir ce shift. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu regardes ce qui s'est passé sur cette V3, on a donc 3 livres d'armée. On a le Stormcast, on va dire l'orc au global, on va dire le War Clan avec justement les trois sous-factions à l'intérieur de lui. Et derrière, on a on a Nurgle. Ce qui est rigolo, c'est que pour le coup, hormis le Stormcast, on est sur un équilibre qui est quand même plutôt bon. Et derrière, on a le Stormcast qui est quand même un petit peu au-dessus en termes d'échelle de puissance, parce qu'il est riche, il est difficile à équilibrer, ainsi de suite. Et finalement, aujourd'hui, ce qui performe dans le méta, c'est soit Stormcast qui est au-dessus justement de ce qui se fait en V3, soit les aberrations du passé, où en fait tu sens que les règles ont été écrites dans un ancien temps. Exactement. Et un petit peu justement tire sur les règles de la V3 évidemment, pour un petit peu niquer le système. C'est les anciennes règles. Là, on voit Seraphon qui reste un peu toujours en haut, qui bénéficie de toutes ces vieilles règles un peu simples, mais qui se combinent hyper bien avec des sous-agences qui ont des aptitudes beaucoup trop fortes pour des sous-agences, et du coup qui surperforment dans un méta qui s'adapte super bien. Donc c'est effectivement des livres un peu anciens qui restent. On voit Daughter of Khaine, pareil, qui reste à peu près toujours en haut, et je pense qu'il va avoir un vrai vent frais avec son nouveau bouquin qui devrait arriver. Donc on a, ça va être vraiment sympa cet impact sur le méta. En tout cas, moi j'ai vraiment hâte de le voir. Alors on a Lini qui fait donc à ça a déjà lu les BT. Les Battle Tom Reviews sont déjà tournés, ils sont déjà quasiment montés, ils sortiront donc samedi à 11h, ma petite Lily. Donc ensuite là on a parlé de l'actualité d'Age of Sigmar. On sait déjà que derrière on va avoir dans Battle Tom, donc en changeant de saison, donc normalement ça sera à partir d'avril, on va avoir justement les Daughter of Khaine, et on aura aussi les Night Hound. Qu'est-ce que tu attends, toi, d'ailleurs, de ces BT ? Pareil, c'est des prédateurs. Daughter of Khaine, je pense qu'on en avait parlé un peu la dernière fois avec Pride. Il y a quand même besoin d'un petit peu de fraîcheur sur ce bouquin. J'aimerais bien un peu plus de corps à corps, qu'on sorte un peu du tir aussi. C'est une armée un peu plus agressive, avec un peu plus, qui profite de sa projection naturelle. Ça peut être vraiment sympa. Ça peut être un peu... c'est un peu des petites witches qui courent. Ça peut vraiment être cool. Moi, j'aimerais bien ça. Garder mon ratio au premier plan, ça me dérange pas du tout. Mais peut-être avoir d'autres options. Peut-être l'avatar de Khaine qu'on a vu à 40 000. Pourquoi pas avoir un super avatar aussi côté AOS. Ça peut être hyper cool. Et côté Night Hound, c'est une armée phare. Il y a énormément de gens Night Hound. Il y a une gamme de figurines de fou. L'armée est magnifique.
Ils avaient été mis en avant, on le rappelle, au début justement de la deuxième édition, ils faisaient partie de cette boîte. Et en plus de ça, après des éditions Hachette, où ils avaient mis en avant avec les Stormcast. Et ça va un petit peu couiner dans les chaumières parce que finalement, ils avaient vendu des boîtes. Enfin, je vais plus parler pour le coup de la gamme Stormcast, qui était plus du tout méta, même pas forcément avec le bon format de nombre de figurines et ainsi de suite. Et d'ailleurs, je sais même pas, est-ce que le Battle Tom les a rendus jouables, la partie Hachette? Pas tant que ça finalement, à part peut-être les lignes. Même pas tant que ça. Ça a même pas été un énorme buff. Alors forcément, ça a recruté des joueurs. Donc il y a plein de gens qui ont commencé à collectionner Night Hunt et tout. Mais ils se sont vite rendus compte que mon bouquin, c'est pas incroyable, etc. Ou je galère. Même si on voit en compétitif, il y a quand même des gens qui commencent à plancher. Je pense qu'au Worlds, on verra des Night Hunt. Parce que c'est une armée qui petit à petit devient prédatrice un peu du méta. Il y a beaucoup de reines -2, -3 maintenant dans le méta. Du coup, le mec qui dit moi je l'ignore, j'ai galéré, je reviens. Voilà. Et puis il y a Nagash, toujours en superstar, qui finalement prend bien sa place dans ce bouquin-là, l'a ramené un peu. Donc je pense qu'on verra quelques Night Hunt en plus au Worlds, mais ils ont besoin d'un nouveau bouquin pour avoir plus de fraîcheur et plein de listes possibles. Il y a tellement d'entrées, tellement de bouquins. On va avoir des listes à thème avec des cavaliers, avec des monstres, des trucs. Enfin, voilà. Yes, et Game Workshop a aussi annoncé en fin d'année que les 2 prochains Battle Tom, si je dis pas de bêtises, c'était Order et Chaos. Il y aura... Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement, il y a un Chaos, ouais. Donc, et alors, tes prédictions? Je sais pas, Skaven ou Khorne, je pense que tout le monde attend un peu ça, côté Chaos. Et Order, franchement, là, je saurais pas, Seraphon, ça serait bien, mais ça m'étonnerait. Donc je dirais, ce qui serait bien, c'est Skaven ou Khorne. C'est des armées qui peuvent aussi, qui ont un gros punch. Skaven, ça a toujours été hyper hypé quand ça sortait, il y a beaucoup de joueurs. C'est un peu des exploseurs de méta, donc ça peut être des bonnes armées aussi. Yes. Voilà. Après, pour revenir sur l'actualité justement de FWS, il y avait, comme je le disais tout à l'heure, le FIGE, le Festival international du jeu de Cannes, la semaine dernière. Donc, on a été avec Pride le jeudi, vendredi, et on était aussi sur un tournoi organisé par la Nice Wargame Association, ainsi que... Et merde. La Barba Team, excuse-moi. Donc gros bisous aux orgas pour un tournoi donc qui avait du Warhammer 40 000, un petit peu d'Age of Sigmar, du Song of Ice and Empire et aussi du Super Fantasy Brawl. Donc c'était quand même super cool. Et en fait, justement, le deal, c'était que j'étais pas classé sur le tournoi, mais j'ai pu jouer les nouveaux Eldar qui étaient en précommande samedi pendant tout le week-end et ça a été trop cool. En plus, franchement, que des putains de bons joueurs. C'était trop cool. Kidboom qui dit à la Barba Team, je l'avais, mon petit Thierry. Bon, et Thierry qui m'a hébergé. Donc un gros bisou à toi et à ta petite femme. Donc franchement, c'était un putain de week-end. Et finalement, ce qui est rigolo, c'était trop cool de pouvoir jouer en mode tournoi, surtout avec un nouveau codex. Les gens étaient juste super gentils et on jouait vraiment ensemble. Puis ils découvraient le bouquin, je pense qu'ils kiffaient aussi. C'était trop tout le monde a adoré voir les nouveaux Eldar. Première game, je tombe contre Alpha que je salue, qui joue Thousand Sun avec une liste dégueulasse, c'est-à-dire 2x10 thermie. Enfin, la liste Thousand Sun. Ok, de compète actuelle quoi. C'est une égalité, enfin une petite win pour lui. Franchement, c'était juste trop cool. Je fais beaucoup d'erreurs de jeu. Tu sais, c'est vraiment la pression entre guillemets que tu te mets tout seul. Sur le déploiement, est-ce que je dois faire un déploiement d'Eldar, c'est-à-dire je me déploie ici, ouais c'est ça, et je me projetais et tout. Je dis vais en Diago. Finalement, tu vois, rétrospectivement, je pense que c'était un truc où j'aurais dû faire le rouleau compresseur et je pense que ça passait. Waga et du coup... tu vois, donc c'était déjà, franchement, c'était super cool. Après, j'ai eu un Dark Angel, pareil, c'était super cool. Là, ça a été une grosse win, mais c'est là on se rend compte un petit peu aussi du fait que la belle table, c'est-à-dire que première table, je pouvais pas faire mon Eldar, c'est-à-dire que tu sais, je pouvais pas tirer et me cacher, le truc typique de l'Eldar, parce que finalement, le codex, c'est toujours un petit peu V8 pour ceux qui connaissent l'Eldar, dans le sens où tes troupes, tes ressources sont excellentes, mais dès que tu les perds, tu t'essouffles très vite. Parce que t'es elfe, hein, exactement. Et donc c'est vraiment, tu tires et tu te caches, et si jamais on t'impacte, là tu voles et tu t'essouffles à raison de je sais pas, un quart de tes ressources très vite. C'est vrai. Donc surtout que tu as souvent des ressources pour la saturation, des ressources pour l'anti-char. Dès qu'on te prive d'un, tu sens que tu commences un petit peu à peiner de ce côté-là. Première game, déjà moins bonne maîtrise de ma part par rapport justement au déploiement. Une table qui faisait que les décors étaient difficilement accessibles par rapport à mon déploiement. Donc j'étais un petit peu frileux, j'ai un petit peu fait la petite chatte là-dessus. Et deuxième game, là pour le coup, si tu veux, j'avais tout pour moi et c'est cool parce que ça m'a permis vraiment de reprendre la main sur le codex et aussi au cadre tournoi de façon très scolaire. Tu sais, c'est vraiment, ok, tour 1, je sais que ce décor, je vais y aller, tu vois. Et plan de jeu macro, tout a déroulé. Exactement, contre une liste d'Archangel très défensive qui faisait beaucoup de tirs et qui tankait très bien. Mais finalement, quand tu as la portée, la puissance, la table, entre guillemets, au bout d'un moment, ça déroule. Donc c'était super cool. Après, un Drukhari, et ça, c'est très rigolo. C'est la première fois de ma vie que j'ai un match-up favorable contre un Drukhari. Tu sais, moi, je suis un joueur Sista qui à la base, c'est ma Némésis. Si je commence, je peux taper une petite égale. Si je commence pas, autant te dire que je mets plus de temps à déployer mes figurines. Tu vois ce que je veux dire enfin voilà. Et là, c'est la première fois où pour le coup, je jette le jet de dés. C'est lui que tu l'as mis en PLS un peu. Et franchement, c'était trop cool. Franchement, il a pris pour tous les Drukhari. Allez, défends un peu là. Tu vas apprendre à défendre. En plus, il était putain de beau gosse. Non mais c'est vrai. C'est un des vendeurs un des vendeurs de games de Nice, si je dis pas de bêtises, que je salue aussi. Franchement, c'était trop cool.
Et derrière, j'ai joué contre un autre Thousand Sun avec une liste bien moins optimisée. Un des intervenants en plus, justement, un des potes de Félix de la game, la Wargame Room, que je salue aussi. Okay. Franchement, c'était du caviar. Donc un grand merci à la Nice Wargame Association et aussi à la Barba Team, les gars. Franchement, vous êtes des seigneurs. C'était putain de cool. Si vous cherchez une association, aussi bien à Nice, Google Nice Wargame Association, ou alors si jamais vous êtes dans la région à côté de Nice ou tout simplement à Fréjus, n'hésitez pas à trouver la Barba Team. Franchement, c'est trop cool. En plus, pour beaucoup, c'est des joueurs qui sont soit inscrits en Ligue 3, soit en Ligue 2 de Warhammer 40 000. Okay, donc soit en équipe de 8, soit en équipe de 6. Et c'est très sain. Honnêtement, c'était vraiment du kiff autour des tables. L'ambiance était bonne. Les tables étaient, j'allais dire très belles, mais elles étaient très jouables, puisque c'était des tables soit WTC, soit tu vois, Square Carton. Qui permettaient de jouer contre tout le monde. Exactement. Okay, franchement, c'était gros niveau d'organisation. Donc un grand merci à vous. Le seul, finalement, point négatif du week-end, en tout cas la déception, ça a été le Festival international du jeu. Pas pour, encore une fois, l'accueil du Graal. Donc le Graal, c'est les groupements des associations azuréennes ludiques qui font l'animation sur le salon au niveau figurines, jeux de rôle et ainsi de suite. Eux, c'était top. C'est plutôt que malheureusement, il y avait très peu de figurines. En termes de salon professionnel, tu regardes, Asmodée n'est pas venu, donc malheureusement, c'était comme un géant qui est pas énorme. C'est vraiment énorme. Il n'y avait pas Cool Mini or Not. Même malheureusement, TéléGCM, qui est l'éditeur de Carnage ou de Briscard, n'est pas venu. Et voilà, c'était un petit peu dommage. Le seul jeu qu'on a testé qui nous a vraiment, entre guillemets, rafraîchi d'un point de vue jeté de dés et kiff, exactement kiff des figurines, c'était un jeu par Parabellum. Qui est leur wargame. Donc en fait, tu es sur de l'heroic fantasy / médiéval fantastique avec des mécanismes assez intéressants. Tu as un wargame et un jeu d'escarmouche. Le jeu d'escarmouche, tu sens qu'il n'est pas mature. Le wargame, c'est un jeu de plateau. C'est vraiment entre Warhammer Battle et pour le coup Assoif, Song of Ice and Fire, c'est Conquest exactement au niveau du chat, mon petit troll, avec des figurines super cool. Et c'est rigolo parce que si tu veux, je vois les figues, je fais putain, c'est stylé. Déjà, ils sont sur une échelle de 40 mm au moins. Donc malheureusement, c'est pas compatible avec nos univers. Mais à côté de ça, quand tu vois des nains qui font la taille d'un Stormcast ultra bien sculpté, tu dis putain, c'est cool. Et ce qui est trop drôle, c'est que donc à un moment, je vois un géant, je fais mais putain. Et en fait, ce géant, je l'avais vu à Milan pour les Worlds, et en fait il y avait un stand de Parabellum justement qui présentait ce jeu, et c'est rigolo les connexions que tu fais tu vois, par rapport à ça. Bon, le jeu il est pas encore mature, il est sorti il y a 3 ans, mais il y a eu le Covid et ainsi de suite. Ils ont des grappes en plastique magnifiques et tu te dis waouh, ça fait plaisir de voir un autre éditeur qui est capable d'avoir des grappes de cette qualité-là. Mais c'est un éditeur français. Game Workshop. Non, c'est grec. Exactement. Par contre, avec des mécanismes. Toi en plus, t'es un joueur 9e âge. Bien sûr, c'est le genre de jeu qui me parle direct en général. Exactement. Donc des trucs assez sympas. Faction asymétrique, c'est-à-dire que telle faction va avoir tel mécanisme de jeu, telle faction va avoir tel mécanisme de jeu. Donc c'est assez intéressant ce genre de choses. Ce qui est assez rigolo aussi, c'est la cinématique dans laquelle justement tu vas rentrer sur la table de jeu. Tu vas avoir des rôles un petit peu au sein de ton armée. Tu vas avoir les unités légères, moyennes et lourdes. Et en fait, par exemple, tu vois, au tour 1, les légères arrivent sur un 3+. À partir du tour 3, par exemple, les légères rentrent automatiquement et les autres arrivent sur du 5+. Et ainsi de suite. Et tu as quelque chose de progressif sur l'arrivée de l'armée. Et ce qui est super intéressant, c'est que quand tes unités arrivent, en fait, en gros, les unités qui ont un rang en dessous, c'est-à-dire qu'en fait, les unités moyennes, elles arrivent par ton bord de table, elles arrivent par un bord de table et la profondeur dans laquelle elles peuvent rentrer correspond à là où sont tes unités légères. Donc en fait, plus t'avances, j'ai sécurisé une tête de pont. Exactement. En fait, tu repousses ta ligne de déploiement. Je trouve le concept super intéressant. C'est comme une vraie armée qui se déplace où finalement il y a une tête de pont qui est créée. Du coup, les autres unités arrivent, etc. Et donc finalement, les unités lourdes peuvent aller derrière le cul des médiums et ainsi de suite. Donc ça, j'ai trouvé ça très frais. Après, en termes d'équilibrage, le fait est de se dire que sur un GD, t'arrives pas quand même, c'est chelou. Même si il y a des fibrillisations, ça n'était que des parties. Mais après, ça arrive automatiquement et du coup, je pense que exactement. Donc ça se joue sur 10 tours de jeu. Donc à voir. En tout cas, c'était frais. C'était cool. Il y a des bonnes idées dedans. Exactement, il y avait des bonnes idées. Et tout ça, et pour ça, c'est vraiment cool. Malheureusement, c'est un petit peu le seul jeu de figurines qu'on a pu voir au Fige. Et pour ça, c'était un petit peu dommage. Maintenant, le week-end était extraordinaire. Franchement, les gens du Sud savent recevoir. Donc c'était trop cool. Et toi alors, ton actu par rapport au jeu ou à Tinder à Fruits, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Mais non, on va rester sur le jeu. Du coup, il y avait 2 semaines, il y avait la première étape de la FTC, dont on avait parlé au dernier live, qui s'est déroulé du coup à côté de Valence, à Chabeuil. Donc gros kiff. Premier tournoi pour qualifier. Donc le petit résultat qu'on vous a mis juste derrière, d'ailleurs qu'on peut passer... Action sur la... Non, pas sur celle-là, sur celle encore d'après. Yes. Les actus en France? Ouais, côté actu en France. Ouais, nickel, merci. Voilà, qui a été gagné du coup par la Team Academy, mais comme c'est une sélection régionale, du coup, c'est pas la Team Academy qui est aidée. La Team Academy s'entraîne simplement pour la sélection Awards. Et du coup, c'est la Team BDR qui a gagné. Donc, félicitations à eux pour passer à l'étape d'après. Donc, la finale qui aura lieu
en juin pour déterminer le champion de France en équipe. Donc super cool. La découverte du format 8 pour les joueurs d'AOS. Alors profondeur de ouf quoi. C'est-à-dire que le pairing est hyper intéressant, on joue plus de scénarios, il y a beaucoup plus d'armées représentées, donc là on a vu plein de choses, on a vu des armées qu'on pensait pas voir, etc. Excuse-moi, je vais juste te couper pour clarifier un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Ce qui est rigolo, c'est que déjà j'ai déjeuné avec Sarantai hier, donc on a aussi pu parler justement de ce pairing à 8. Ouais. Pour ceux qui connaissent pas forcément le jeu compétitif en équipe, historiquement Warhammer Age of Sigmar se jouait en 6 contre 6. Exactement. Et en gros, ce qui se passait, c'est que un capitaine met 2 équipes attaquantes et derrière en fait l'autre capitaine justement en pose, excuse-moi je t'ai dit une bêtise, en gros un capitaine met une liste, l'autre en met 2 et celui qui en avait qu'une choisit lesquels des 2 il va affronter. Ce qui est très particulier pour les joueurs de 40K qui connaissent ce système là, c'est qu'en plus de ça sur Warhammer Age of Sigmar, par round, on joue un nombre de scénarios qui dépend. Exactement. On en jouait 3 quand on était à 6, c'est bien ça. Ouais. Et maintenant, en fait, finalement, ce qui va complexifier le pairing, c'est pas que le fait d'avoir 8 listes et 8 joueurs à gérer, c'est le fait qu'on va passer de 3 à 4 scénarios. Exactement. Et alors là, ta matrice n'a plus rien à faire. Excuse-moi, je te laisse continuer, Ouais, c'est bien juste que sûr, je voulais mais expliquer le contexte Et du coup, global. c'est hyper intéressant parce que du coup, il y a une vraie complexité sur les armées qui sont très fortes actuellement dans le méta, mais qui peuvent être mises en difficulté sur des scénarios. On pense par exemple au Stormcast, on va essayer de lui couper ses réserves et les unités qui arrivent en frappe en profondeur. On va essayer de le mettre sur les scénarios où c'est très dur de gagner la partie avec beaucoup de points d'écart, etc. Donc il y a une vraie mécanique de ça, avec le score en plus qui va de 0 à 20. Il faut essayer de tempérer un peu qui va gagner, qui va perdre. Donc c'est hyper intéressant. Franchement, j'ai trouvé les pairings super. Donc ça veut aussi dire que c'est une des premières fois où vous adoptiez un système un petit peu à la 40K où le score est ramené sur 20 et ça devient quasi impossible de mettre un 20-0. Ouais, Ça veut dire que si un mec se chie au niveau de son estimé et te plombe son score, ouais. c'est toute la travée qui en pâtit pour remonter parce que là Exactement. chaque point va compter et c'est très compliqué. Ouais, c'est exactement ça. Alors, pour le coup, c'est un système qui a toujours été un peu adopté en France, que c'est quand même un système qui est très sympa pour le jeu en équipe. Mais là, du coup, il y a des vraies répercussions à 8, puisque les Wars de l'année dernière, c'était plutôt, il y avait des scores qui étaient un peu figés, c'était un peu différent. Là, c'est vraiment point par point, et du coup, chacun doit se battre jusqu'au dernier point pour son équipe. Et du coup, ça donne des rondes hyper serrées, hyper intéressantes, très dynamiques, avec en plus ce système de double tour à OS, qui du coup peut renverser les parties. Ah, il était pas bien, on a une victoire assurée. Ah mince, il vient de double tour, du coup, tac, la ronde elle est repartie, il faut aller rechercher des points, etc. Et ça, pour le coup, le côté double tour à OS qu'on peut souvent décrier, finalement donne un côté au jeu en équipe plus dynamique. C'est-à-dire qu'une game, quand elle commence à être gagnée d'un côté, il faut toujours surveiller. Le loup qui dort, on sait jamais, sur un double tour, il peut revenir et du coup remettre son équipe dans le bain. Et ça, c'est vraiment cool. Voilà. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire ensuite, toi, dans les prochaines semaines alors ? Et bah, du coup, pas ce week-end-là, mais parce qu'il y a le top 8, mais la semaine prochaine, du coup, je serai au Master à Amsterdam, donc à Schiphol, exactement juste à côté, pour c'est les Masters de Hollande, donc 50 joueurs qui vont se disputer le titre de meilleur hollandais. Voilà. Ça va être très très cool, très très cool. Donc voilà. Il y a un contrôle antidopage. mais j'espère pas. Donc non, gros tournoi, ça va être très 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 sympa. Voilà, donc on pourra découvrir un peu le milieu, le méta un peu international, et puis les joueurs de là-bas, moi je connais pas du tout. Donc et en plus ils ont une équipe qui sera au Worlds, donc qui seront là aussi. Donc ça va être, on espère en croiser quelques-uns. D'accord. Tu as parlé beaucoup méta autour de toi. Ouais. Là, tu es aussi venu justement avec quoi de neuf dans le méta. Donc, voilà, nickel, mon petit Eltion. Tu nous as ramené 3 listes exotiques justement du tournoi qui s'appelait The Lone Star, qui est un grand tournament qui se tenait les 19 et 20 février 2022 et qui avait 100 joueurs. Ouais. Et là, tu as retenu une liste Gloomspite, une Osiark et une Séraphon. Est-ce que tu peux nous dire leurs résultats et les commenter Et une par une pour nous expliquer un petit peu les mécanismes? Bah, c'est là où c'est le plus étonnant, c'est que c'est le top 3. Donc dans l'ordre, vous avez Zachary qui est en premier avec ses Séraphons, Gavin qu'on avait retrouvé parce que c'est le gagnant du LVO dont on avait parlé la dernière fois qui jouait Living City, qui est là venu en Gloomspite, donc le mec a cassé le game tout simplement, et le dernier qui est Jonathan, je sais pas, et qui jouait Osiark. Donc c'est vraiment très très cool, moi ça m'a fait vachement bien de voir ce top 3. On a tout simplement un Séraphon qui est assez dans la mouvance actuelle, mais il joue quand même un peu des choses qu'on n'avait pas trop vues, c'est-à-dire qu'il joue évidemment Thunder Lizard, il a un peu toute la batterie de héros qui va bien, mais il va nous chercher avec une petite unité de Terradon, avec 6 Terradons, qui ajoute un peu de jeu rapide, un peu de truc. Je trouve ça hyper frais, en tout cas. C'est-à-dire que on voit que finalement, on peut apporter un peu de diversité, même dans les listes qui sont déjà, je dirais, bien figées dans le méta. Et on peut créer et quand même finir premier. Donc c'est vraiment très cool. Thunder Lizard, c'est moins un dégât sur tout ton armée. Exactement. Donc c'est clairement la sous-agence qui, pour l'instant, dans le méta, contre très bien les Stormcast, etc. Et lui, pour le coup, il en a affronté, donc ça a bien matché. Et derrière, on a le Gloomspite. Alors là, gros kiff à Elchon et tous les joueurs de Gloomspite de France. Oh là, pour notre ami Gavin, qui du coup, alors, je sais pas s'il a voulu se faire plaisir ou s'il a vraiment break le game en trouvant un truc. Mais tu vois, ce que moi c'est rigolo, je fais l'analogie en fait avec des Nig Nadavati Ouais. ou en fait ce genre de gros profils qui sont sur Warhammer 40 000 Exactement. commencent à être internationalement connus. Où en fait, en gros, tu comprends. Enfin, c'est avant tout le joueur avant la liste, parce que le mec arrive systématiquement avec des concepts, avec des listes qui sont en tout cas sous-évalués au niveau du méta Complètement. et arrive à perf. Et
clairement, je pense que le Gloomspite, c'est soit un pari, soit le fait, non les gars, je vais quand même tester pour montrer que tu peux ne pas gagner, mais tu peux faire quelque chose de très honorable. Ouais. Et encore une fois, il faut avoir la lucidité de savoir ce que tu peux aller faire avec un Battle Tom. Mm. Et là, il prouve qu'il arrive quand même à la 2e place d'un tournoi à 100 joueurs, donc c'est quand même Ouais, gros, non, clairement. gros niveau. En plus, il a fait un parcours. Alors, j'ai regardé exactement contre quoi il a joué. En gros, il a pas joué contre des armées de tir. Par contre, il a affronté les plus lourds du close du jeu en face de lui. Donc, il a affronté des First Prince, des trucs hyper Même les durs à Eldar, passer. même les Eldar le jour de la sortie, Ils étaient là, il n'y avait pas de tout. Ça va. C'est pour ça qu'il est passé. Mais voilà, donc. Et en fait, il va chercher des entrées. On se dit, ouais, les squigs. Et ben en fait, j'ai regardé son analyse. Les squigs, c'est qu'en fait, c'est le ratio point de vie et points entre guillemets dans le jeu qui est un des plus rentables de tout le jeu. Tout simplement, on a 72 PV pour 480 points. C'est quasiment le plus rentable. On se rappelle qu'ils peuvent revenir avec le décor. Donc, on a une certaine récursivité dans la liste qui permet de tenir. Et Kranios qui finalement lead un peu le truc en termes de dégâts, tout simplement. Mais il a les petites combos, les Sneaky Snufflers qui peuvent buffer les squigs pour faire un peu des dégâts, faire un peu de prise de table et tout. Donc, franchement, je sais pas trop comment ils se démerdent avec ça. Et attends, toute franchise, hein, si je dis pas de bêtises, là, en fait, gros, les 36 Squigard, ils bougent littéralement de 5d6 avec la ouais, charge. alors, par contre, ça galopasse. Hein, c'est-à-dire qu'ils traversent la table. Non, excuse-moi, de 6d6, puisque c'est les légers. Donc, en fait, ils bougent de 3d6 et ils chargent à 3d6. Et Kranios leur donne un buff, etc. Le Lombo sur Jive Squig permet de fiabiliser les mouvements aléatoires. Donc, il y a quand même une grosse synergie. Attention, il y a quand même des trucs où je pense qu'il a surpris la majorité de ses adversaires avec une certaine létalité et surtout une grosse capacité d'agression. Et quand on lui a enfin tué ces trucs, de revenir en plus avec des choses. Et pendant ce temps-là, il prenait les objectifs. Kranios qui est quand même très bon. Je trouve ça hyper bien parce que ça montre que demain, en Gloomspite, la liste, franchement, elle est plutôt stylée. Sur la table, c'est trop beau. Il y a plein de squigs, de machins qui courent dans tous les sens. Ça doit être génial. Ça fait boing boing quand vous jouez. Et franchement, elle est. Tu sais que c'est des paix. Non, mais tu sais qu'au niveau du paix. Parle de quoi là? On est toujours dans la liste. Ah oui, pardon. Non, mais parce que ça fait boing boing, mais en fait, ça c'est pour les enfants. Oui, moi c'est comme ça. Démonstration Game Workshop quoi. Okay, ouais. Lis le flop de Game Workshop pour adultes, c'est du gaz. Parce que c'est interdit au moins de 18. On leur fait manger de la merde. Non, réellement, on leur fait manger de la malbouffe parce que comme ça, en fait, c'est des proutes. Le squig il va à Amsterdam. Il se retrouve à un GT. Non, mais écoute, ce sont des proutes. C'est pour ça qu'ils bougent de 3d6. Ok, on ferait une soirée flop. Hein, parce que ça a l'air vachement. Eltio, je dis pas de la merde. Ouais, ils lui font bouffer des champignons spéciaux en fait qui les bourrent, c'est pour ça qu'ils sont toujours de mauvaise humeur. Voilà, ok. Eltio confirme qu'en fait, ils leur font manger. Et ils sont de mauvaise humeur. Il y a un petit plus dans le flop. En fait, ils leur font manger des champignons et en fait, justement, ça leur donne des gaz. Non, mais réellement. Donc, il y a des mecs avec des gaz, des cochons qui reniflent, machin et tout. Enfin, c'est vraiment l'armée. C'est grosse soirée, quoi. Là. Il y en a un qui arrive et fait franchement, tu huppes plus une attaque. C'est exactement ça. Tu vois, c'est chelou. Une thématique. En tout cas, il a dû passer un bon week-end et bien s'amuser. Mais voilà, vraiment sympa. Et derrière, il y a les Ossiarch, alors qu'on pensait depuis qu'ils avaient pris un taquet sur Nagash complètement sorti du méta. Et finalement, ils arrivent. Belle liste avec Katakros qui revient, qui est juste magnifique aujourd'hui après sa baisse en points. Arcane, donc franchement, sur la table, ça claque. Et des pâtés de mortels, les Gotizar. Et il s'est même pris le luxe de prendre une petite catapulte. Et j'ai vu que dans les débriefs, il a affronté par exemple des Sons of Behemoth. Et que ça a vachement bien du coup fonctionné. Du coup, la catapulte qui fait quand même du flat 5, ça a bien aidé à réduire un peu machin. Alors oui, ok, il a une sauvegarde à 4. Mais bon, ça crée ce petit delta de PV, ce petit craquage, ce petit machin qui lui permet de passer des cibles un peu compliquées. Comme les Iron Joe et choses comme ça. Donc c'est cool de voir les Ossiarch avec une liste qui est plutôt belle, qui je pense est super sympa à la table, très résiliente, avec beaucoup de combos entre les persos. Katakros qui est vraiment une épine dans le pied comme Arcane. Donc franchement cool. Non, ça fait vraiment plaisir de voir des unités, même si à part pour les squigs, on n'est pas sur quelque chose de complètement exotique non plus. Non, bien sûr. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que on n'a pas vu une shootcast débile. Non, il n'y a pas Stormcast dans le top 3. Enfin, c'est un truc de fou. On n'a même pas des armées un peu peut-être de spam, un petit dauteur qui aurait perfait, un truc comme ça. C'est des belles armées, dont certaines qui sont un peu décriées en disant ouais, c'est mauvais, c'est impossible de gagner et tout. Là, on voit que bien piloté avec des listes qui sont franchement sympas, qui doivent en plus être belles à table, il y a de quoi faire. Voilà. Complètement. Je vais te demander de passer slide 4, s'il te plaît, mon petit Altion. Donc voilà, c'est pour revenir un petit peu sur... hop là. Non, celui d'avant. On revient sur le précédent, s'il te plaît. Voilà, nickel, merci beaucoup. Puisqu'on a parlé tout à l'heure justement des FTC, on n'a pas parlé justement aussi des Worlds. Ouais. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on a les championnats du monde de Warhammer Age of Sigmar qui se tiendront à Prague du 18 au 22 mai 2022. Ouais. Tu feras partie de l'équipe. Je peux parler? D'accord, tu feras partie de l'équipe belge. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, on aura aussi Anka
donc sur ce week-end qui fera partie lui de l'équipe française. Absolument. Donc c'est assez cool. Au niveau de l'actualité qu'on va avoir justement d'ici les championnats du monde, on va avoir le rendu des listes mi-avril, si je dis pas de bêtises, le 15 avril. Et on fera un live avec Sarantai justement pour qui nous présente son roster et les Battle Tom, on va dire, qu'il a retenu. Donc théoriquement, c'est une date qu'on a prise avec lui, mais à voir si c'est confirmé. Mais en tout cas, je peux déjà vous la donner. Ça sera aux alentours du 20, quelque chose comme ça, je crois. Ouais, exactement. C'est ça, les rendus, je crois, exactement le 18 ou le 19, le week-end, un truc comme ça. Ça sera le mercredi 18. Voilà, donc le rendu est juste avant. Et donc, ça sera un talk show avec le capitaine pour qu'il nous présente son roster et ainsi de suite. Et pour les Worlds, pour l'instant, il y a 19 pays qui ont confirmé leur présence. Donc très sympa parce que AOS qui prend un peu je dirais en grosseur et en force pour la suite. Donc c'est très très cool de voir. Mais d'année en année, on a de plus en plus d'équipes et c'est cool. Et là, en plus, tu en parlais tout à l'heure pour la partie FTC, c'est normal, le but est aussi de préparer nos joueurs à la compétition internationale. Aujourd'hui, Age of Sigmar se joue en 8 contre 8. Ouais, exactement. Donc ça c'est vraiment cool, quoi. Et il rejoint le format qui lui était, je dirais, prédestiné. On a 40K à 8, on a 9e âge à 8. Enfin, c'était quasiment obligatoire d'y aller. Ça va le faire rentrer un peu dans la cour des grands et du coup forcément il y a de plus en plus de gens et il faut savoir que les FTC, il y avait quand même pas mal de craintes de la part de la OSFF qui est l'organisme qui gère ce parcours-là sur le fait que on passe de 6 à 8, est-ce qu'il y aura toujours autant de gens? C'est blindé. C'est-à-dire que les tournois se remplissent à une vitesse folle, il y a quasiment une concurrence pour s'inscrire, c'est hyper compliqué de trouver des places et tout. Il y a eu des loupés d'ailleurs, malheureusement. Ouais, bien sûr, il y a voilà, en fait, ils s'attendaient, je pense, pas du tout à une telle hype et à une telle vitesse d'inscription de la part de gens. Donc voilà, il y avait même pas assez de place, on aurait pu pousser les murs pour avoir des gens en plus. Donc voilà, et du coup, il y a des teams de potes qui se sont regroupés, etc. Des gens qui découvraient complètement le format compétitif en arrivant sur un tournoi à 8. Donc ça paraît, donc c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment très ouvert. Le niveau est vraiment plein de gens qui découvrent la compète, etc. Donc c'est très frais, même pour plein de gens. J'ai l'impression les tournois. Et je trouve que ça apporte un vrai truc. Moi qui fais du wargame compétitif depuis plus de 10 ans, j'ai vu plein de gens qui kiffaient un peu le truc de découvrir cette notion-là. C'est vraiment sympa. Franchement, il y a une vraie super ambiance. Donc je vous encourage allez-y, il y a des équipes qui cherchent toujours des gens pour se renforcer sur les prochaines étapes. J'ai mis là, pour ceux qui cherchent, ils sont dispo. Si vous êtes dispo le week-end du 2-3 avril, il y a toujours des places dans quelques petites équipes. Donc vous pouvez aller sur les Discord de la OSFF et tout. Vous pouvez trouver une place, ça peut bien se faire. Voilà. Yes. Ça veut aussi dire, là, donc si le rendu de liste est mi-avril, que globalement, il n'y aura pas de nouveaux Battle Tom qui seront autorisés, en tout cas, sur les Worlds. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, c'est assez intéressant de voir est-ce que tous les rosters vont intégrer du Fire Slayer. Exactement. On pourra plus en parler bien évidemment samedi sur la nervosité justement de ces deux Battle Tom là. Donc écoute, c'est intéressant. Ouais, ça va être très cool. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose sur justement l'actu en France ou à l'international? Non, l'actu c'est cool. Je pense qu'on a fait tout. On essaiera de garder ce petit côté actualité de temps en temps quand on fera des lives pour maintenir au courant. On va maintenant présenter justement le roster du top 8 d'hiver. Alors il y a un souci d'affichage, normalement c'est pas censé être noir. Écoutez, c'est pas grave, ça va être noir. Le fond est dégueulasse, les gars. Désolé pour vous, mais c'est pas grave. On voit les joueurs et les Battle Tom et c'est de loin le plus important. Pour présenter un petit peu ce roster. Avant justement de présenter l'humain, on va juste après présenter les listes. Le but était encore une fois, dans une optique ultra bienveillante, de faire justement venir des joueurs qui vont tout chercher dans leur Battle Tom et qui, sur table en tout cas, justement, ont une expérience de ces Battle Tom là pour justement aller chercher le maximum de puissance. Avec quand même comme restriction le fait de ne pas rentrer dans le spam débile. Pas trop. Pas trop, exactement. C'est pas léger, dégueulasse, c'est sobre. Une petite pointe comme ça. Yes. Non, mais on le verra tout à l'heure quand tu vas nous présenter par exemple la liste de Mister Z. Un seul pack de pink. On voulait pas rentrer justement dans des trucs qui vraiment allaient montrer malheureusement les mauvais aspects du jeu, qui font que des fois t'as moyen un petit peu de tirer sur les règles en faisant des choses qui mathématiquement font que tu peux pas tellement passer à travers. En tout cas, si on commence un petit peu à présenter justement le roster, on va avoir Métine qui va venir en Skaven, on va avoir Eltion qui va venir en Blade of Corn, on va avoir l'ami Sam de Squigard qui est avec nous sur le chat, qui va venir en Soulblight, enfin qui va venir avec Nagash et quelques Soulblight. Et quelques machins à côté. En fait, pour faire genre. En fait, j'ai mis Sam et j'aurais dit Sam et Nagash. Et Nagash. Les deux, franchement, c'est les humains. compères. Ça sera la team, tu vois. Ensuite, on va avoir Tim en Fire Slayer. Là, on n'avait pas de photo de lui, mais c'est ni plus ni moins le beau Tim. L'homme à la moustache. Exactement, la plus belle moustache d'AOS. Du Wargame. Exactement, qui va jouer justement le nouveau Battle Tom Fire Slayer. Ensuite, on va avoir Anka. Anka, c'est une sélection en équipe de France, donc à Milan cette année. Exactement, qui était déjà en équipe de France et qui va jouer les Stormcast. Exactement. Ensuite, on va avoir Mister Z qui va jouer DC Plus Ginge. On va avoir Orcal et on a mis une photo pour se foutre de lui parce que. Il est à la mer. J'ai pris forcément, désolé mec, franchement, je pense qu'il va me détester s'il me croise. S'il me croise sur cette affiche, je pense que je vais prendre une tôle.
Il va tout mettre. Pour une photo, je dis, oh, il y a la mer dessus, c'est génial, il y a un thème. Ça sera le jury de net pour ceux qui. Alors, n'ont c'est pas moi qui ai compris. copié les photos, personne n'a choisi comment être représenté. C'est Métis, ta ça se trouve, il va me dire, putain, t'as mis mon chat. Tu l'as googlé, putain. T'aurais dû mettre Boone à la place de Rorcal pour aller encore plus loin. dans le J'osais pas, j'ai pas osé. Et ensuite, on a mis Crow-Titi avec toi, puisque tu vas jouer justement Magotkin of Nurgle. Ouais, et on voulait avoir aussi tous les BT V3. C'était aussi un truc pour Justement, montrer un peu cette profondeur. C'était dans le cahier des charges qu'on Ouais. qu'on s'était fixé, puisque à la base, si je dis pas de bêtises, c'était Anka qui devait pas jouer Stormcast, et justement, il a accepté de le faire, donc un grand merci à lui. Avec une liste, encore une fois, on voulait des dragons. Ouais, Donc bien il sûr. n'est pas rentré dans l'aberration des dragons, mais il en a mis un petit peu pour qu'on puisse voir justement un petit peu ce que c'est. Donc voilà, on n'a pas orienté plus que ça les listes, on avait juste donné comme ordre Non, le pas reste, d'anti-jeu à base de trop de choses qui tombent pas trop de points de vie et ainsi de suite. Et donc voilà, un roster entre polyvalence, méta parce que V3 et aussi armée de cœur de chacun, donc ça c'est plutôt cool. Ouais, et puis des joueurs aussi un peu je dirais de plein d'horizons différents. Il y en a qui sont les habitués de la chaîne, d'autres qui sont des joueurs plutôt connus en compétition, qui ont déjà gagné soit des étapes de FSC ou qui ont été en équipe de France pour Anka, etc. Et puis, voilà, et puis des habitués de la chaîne qui fait bien et qui ont bien l'habitude de manier leur truc. Donc ça va faire, je pense, un beau mix un peu avec des très beaux matchs qu'on a Yes. On va maintenant passer justement sur les listes. Juste avant ça, non, on va présenter d'abord les listes, après on présentera justement les pairings et les scénarios. Par rapport justement aux pairings et ainsi de suite, je précise qu'ils ont été faits aléatoirement entre guillemets, puisqu'en fait on a pris en compte les restrictions de chacun par rapport au dispo, par rapport à plein de choses. Absolument. Et voilà, on n'allait pas forcer les gens à forcer une dispo si c'était pas le cas. Exactement, les gens qui étaient dispo le vendredi soir, mais ils jouent le vendredi soir. Exactement. Voilà. Médecine par exemple, c'était dans le cahier des charges qui devait être là, qui devait jouer le vendredi soir et pas le samedi, donc ça a été pris en compte. C'est le côté Scaven, il impose des trucs. C'est parti. D'ailleurs on va commencer par l'ami Métine. Le match de vendredi soir du coup. Exactement. Donc le match de demain soir à 20h30. Voilà, donc pour les amoureux des rats et des dieux du changement, gros kiff, parce qu'on a un affrontement du coup Skaven Zench. Donc clairement deux niveaux même de BT qui s'affrontent d'un point de vue, on peut parler puissance reconnue actuellement. Le Skaven il vient avec une liste très sympa, mais je trouve il y a pas mal de variétés avec des choses qu'on connaît très fortes et des choses un peu plus surprenantes dans un milieu un peu compète. On a le Deceiver qui est très cool avec le Sort Flaming Weapon, donc qui va chercher une petite force de close. La Screaming Bell qui permet d'avoir cette bulle, surtout de d'immune bravery, qui est assez sympa pour fiabiliser un peu l'arméra. Le bombardier qui lui est celui qui va buffer le gros pack qu'on voit en bas, qui sont les 600 fins là, le truc qui vaut 630 points, et il y a des raisons. Et une battle line minimum, 3 fois 1 clan de race, faut pas non plus trop se fouler. Et l'Elpit Abomination qui a eu des petits buffs dans le White Dwarf avec des mutations que vous pouvez leur donner qui permettent de booster un peu la figurine. C'est pas mal, ça l'a ramené un peu dans le milieu. Ça permet aussi de ramener un deuxième monstre. Donc on a pas mal de petites tactiques qui deviennent accessibles. On a le Vermin Lord plus Labo, plus potentiellement se transformer. Donc on peut faire des doubles tactiques et gagner des points bonus. Donc une liste très sympa qui est en 2 drops. Donc qui va quand même aller chercher à avoir l'initiative de la partie. Qui a de la présence sur table, qui a une grosse force de frappe avec les Stormfiends. Stormfiends, ça reste quasiment, quand tout est synchronisé, une des meilleures unités du jeu en termes de tir et de létalité. De style, mec, c'est des rois ogres avec des canons. Exactement. On leur a enlevé les bras pour mettre des Gatling. C'est-à-dire que le truc, c'est un mauvais western, quoi. Tu vois, donc non, très 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 sympa. Ça va être très cool. Enfin, franchement, belle liste Skaven de médecine qui a un peu de tout. Et en face, on a Mr. Zerd en Zench, qui du coup va jouer Host Arcanum. Donc Host Arcanum, c'est l'host des... Là, c'est très bel homme. Très bel homme. Très bel homme, qui va jouer de tout aussi. Ouais, exactement, qui va jouer un peu tout. On a une grosse batterie de perso. Alors, la liste est un peu, je dirais, hard à lire, parce qu'en fait, il a tout simplement pris un Command to Rage, donc une sélection de bataillons qui lui permet d'avoir 2 sorts par sorcier. Donc au lieu d'un artefact, pour ceux qui ne savent pas, on peut choisir une amélioration qui donne 2 sorts par sorcier, donc on peut en sélectionner 2. Donc en gros, il a une espèce de masse de magie qui tourne autour de 2 figurines magnifiques, Kairos et un Lord of Change, qui vont tout simplement asmater la table de blessures mortelles. Globalement, je dirais la ligne qui a à ça, c'est que c'est dans un rayon de 18. Tous les sorts de Zen sont quasiment dans un rayon de 18. Il peut en faire passer un dans le portail qu'il y a dans sa liste. Donc il a différents sorts qui combinent. Il lance pas toujours le même. On peut faire un blast avec Kairos qui peut créer un enfant KO. On peut utiliser le petit sort du Great Breath Shaman, donc bienvenue les Zombies, qui permet de ramener une unité proche et du coup rentrer dans les 18 pour qu'ensuite il y ait une espèce de spectacle pyrotechnique qui se déchaîne sur l'armée. Et du coup, cette batterie de personnages, en fait, elle est protégée par en fait, quasiment tout le reste de l'armée, qui est du coup un pack de 20 pings. Donc on va pouvoir voir un peu la mécanique des pings qui se split, etc. Qui sont
avec les 2x3 screamers. Et on n'oublie pas que le Host of Arcanum permet d'invoquer 6 screamers au tour 1. Donc voilà, et donc ça permet de rajouter un petit peu de présence sur table. Et c'est du coup, il peut donner aussi des buffs avec les screamers. Le Starcam est un buff des screamers. Et il a aussi un gros buff de dissipe. Donc attention à médecine, c'est-à-dire qu'il peut dissiper un sort automatiquement au tour 1, au tour 3 et au tour 5. Voilà. Donc ça, c'est un gros truc à prendre en compte dans la tempo de comment est-ce qu'on agresse, etc. Parce que si on a apporté Dispel, il faut être apporté Dispel quand même. Et ben on Dispel automatiquement. Voilà. Donc on va avoir une très très grosse magie d'un côté, mais létale dans un rayon de 18. C'est-à-dire si on rentre pas dedans, et ça c'est vraiment quelque chose de difficile à faire. Derrière Mr. Zack, il doit quand même faire attention. On va avoir, on connaît les petits trous Scaven qui vont se mettre un peu partout sur la map pour essayer d'aller chercher des menaces, l'obliger à rester un peu paqué. La menace des Stormfiends qui peuvent largement tuer un Duc du Changement au Kyros en un seul tour, mais en détente totale. Finalement, le contre qui va avoir Mr. Za là-dessus, c'est le pop d'une bête, d'un enfant du chaos, avec le blast de Kyros. C'est ça. Après, encore faut-il qu'il bute un des Fiends. Maintenant, ils ont 6 ou 7 PEV. Ils ont 6 PV. Donc, du coup, il peut en tuer un. Ils ont 5 ou 6 PV, mais 6 PV de mémoire. Donc, il peut en tuer un, clairement. Maintenant, c'est Metin qui va avoir le choix de l'initiative. Donc, il y a un gros choix aussi. Il a aussi une bonne portée avec la plupart de ses armes. Donc, comment est-ce qu'il va choisir de faire ça ? Ça va être vraiment intéressant. Comment est-ce qu'il peut arriver aussi ? Il y a des techniques pour se bloquer sur le sort du Breach Shaman. C'est-à-dire qu'on peut sacrifier une unité qui va finalement faire tampon et empêcher qu'on avance. Donc, il y a plein de petites techniques. On va voir comment est-ce que le Ministère s'en sort pour arriver. Et puis, il y a le scénario aussi à gérer. Yes, je vais le présenter si tu veux bien. Ouais, c'est bien sûr. Bec et Ongle. Donc, c'est le scénario page 38 du manuel du général. C'est le scénario où on se déploie à 18 pouces en escalier par rapport à son adversaire. La vraie particularité de ce scénario, c'est que en gros, il n'a pas le droit de mise en réserve. On n'a pas le droit de mise en réserve et celles qui arrivent sont invoquées. Exactement, les guerriers fatigués. Ils sont fatigués. Qui dit que les unités convoquées ne peuvent pas tirer ni charger pendant le tour où elles sont ajoutées à votre armée. Ce qui peut pour le coup pas mal pénaliser Zinch. Ouais, parce que Zinch en fait a une mécanique d'invocation par rapport au nombre de sorts qui passent. Il peut invoquer des pings, des blues, etc. Il a les DU Destin qu'on connaît bien comme mécanique, qui sont en gros on peut faire des charges automatiques si on arrive à 9 et du coup on a 9 dans nos petits dés du destin, on peut charger automatiquement. Là du coup ça va lui enlever ça. Donc finalement, ça lui enlève un de ses leviers, je dirais, pour aller chercher, peut-être aller bloquer les unités de rats. Et en fait, Metin va dicter, je pense, le tempo de la partie. Et quand ça va se lancer, ça va se lancer, quoi. Mais en tout cas, quand il va rentrer dans la 18 de Mr. Za, il va lui dire, me rappelle ton spectacle pyrotechnique. Parce que je crois que ça met entre 20 et 30 blessures mortelles quand on rentre vraiment dans la 18 et qu'il y a toute la puissance et tout. Donc, ça va et Mr. Za dans le chat, salut à toi, qui fait pot de vin de Metin flagrant pour le choix du scénario. Oui. Bien sûr. Le clan, bien sûr, c'est les clans Skaven qui se sont réunis. Le Conseil des 13 a versé un don à AWS pour ça, mais clairement. On passe derrière à la partie du samedi matin. On va présenter la liste justement de Eltion qui va jouer Blade of Corn. Je vais dire beaucoup moins de trucs parce que sinon ça va être compliqué pour moi samedi matin. Mais du coup, la liste d'Eltion, donc on a un affrontement des dieux, donc déjà très cool. C'est-à-dire qu'en termes de fluff, le premier élu du chaos sera élu le samedi matin. Je suis un petit peu triste parce que je crois que tu es le seul à avoir du tir. Non, si le Bloodthirster a aussi du tir, donc vous devez avoir un tir chacun. On a un tir chacun sur un des deux groupes. Par contre, j'ai le désavantage de la portée. Moi, c'est 7 pas, donc quand je tire, c'est quand j'ai un, on me tape dessus. Lui, c'est 8 avec son fouet. 8 et 7. Grosse projection de tir, les gars. Non, mais là, c'est match de close. Donc, ceux qui sont adeptes de se mettre des tatanes, franchement, samedi matin, on va se mettre des bonnes mandales avec Eltion. Ce qui est très cool, c'est que, encore une fois, on est sur deux listes où tu pourrais dire, ouais, c'est Gogol. En tout cas, Korn, ouais, c'est Gogol. Alors qu'en fait, c'est une des armées les plus tricksy du jeu. Ouais, c'est les plus dangereuses du jeu. Ouais, avec justement les points, les points de deal de sang. Ouais, c'est clair. Donc, du coup, du côté Eltion, on a un peu la batterie, je dirais, chez Korn. Donc, on a Skarbrand, donc l'ultimate. Buveur de sang de corne à qui on a arraché les ailes mais qui est très énervé, voilà, d'envie de mettre des gros pains. Je crois qu'il te sèche ça, t'as un Uncle One que tu joues. Ah, en détente. Avant l'apéro. Sans forcer. Et encore, il peut taper 2 fois. Donc du coup, c'est au cas où il me reste. S'il veut tuer 2 unités en tour, il peut largement. Donc la Skarbrand qui a managé. Le Bloodthirster of Incessant Rage, qui est le buveur qui peut mettre des grosses pralines en rayon. Donc très sympa. Il y a un petit Slaughter Priest qui peut aller invoquer, donner un petit buff, rajouter de la dîme ou invoquer les skulls qu'on voit en bas, qui sont les crânes, qui sont l'espèce de prière de corne là qu'on peut pas dissiper en plus, et qui peut du coup me baisser un peu moins ma magie. Ça peut être un peu compliqué. Et évidemment, une des figurines emblématiques de cette V3, qui est le Prince des Monts de Corne, qui est aussi une unité à manager. Alors surtout quand on n'a pas de dégâts à distance, c'est chaud frère, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et Be'lakor, qui est là un peu la petite touche de Slave to Darkness qui se pointe avec son copain Prince Démon, qui vient donner un petit aspect contrôle à cette liste-là, qui du coup donne la richesse. On l'a déjà vu sur la chaîne, il y avait une partie où j'avais joué avec Juju, où je joue aussi Be'lakor,
en corne qui donne vraiment une petite saveur en plus de côté. Et du coup, on est sur une armée de contrôle. Donc même les joueurs corne, on n'est pas sur du tout droit et tout. C'est vraiment une armée de contrôle. On dicte le tempo, on attend les bons points de dim, on sacrifie un peu, on joue le scénario, etc. Et quand c'est le bon moment, bon là par contre, attention mon pote, parce que j'ai Skarbrand dans mes rangs. Et après le reste sert globalement à faire des dîmes de sang avec les petits Fleshhound et tout. Et les Vrasmonger qui évidemment trixent le bonus de plus une attaque. En plus, on a la team Korn en général, ils sont très nombreux, donc je pense qu'il aura beaucoup de support. Et en face, on a Affrontement Nurgle, donc un bouquin V3 aussi avec de nouvelles mécaniques qu'on a vu aussi sur une partie de la chaîne. Du coup, que je joue. Alors oui, j'ai pas précisé, mais Eltion joue en Reaper of Vengeance, qui permet globalement d'avoir une bonne défense magique et d'avoir un double frappe sur les gros. Voilà, tout simplement. Enfin, tout simplement, ça pique. Hein, voilà. Et du coup, côté Nurgle, on est sur le Lost d'Invocation, donc les gardiens du jardin de Nurgle, pour la partie fluff, qui sont aidés par un Grand Immonde. Donc on va avoir Grand Immonde contre Skarbrand sur la table. Je pense qu'elle va être vraiment très jolie. En plus, avec le nouveau setup, vous n'êtes pas prêts. Et avec ça, on a Orgoth, qui est un peu, je trouve, le Magotkin qui est le kiff absolu du close. Donc lui, il va être dans son élément, lui. C'est-à-dire qu'en face, on est dans ça va taper un peu fort. Le petit Slow-Pity qui est un peu mon nouveau petit kiff, qui permet d'avoir plein de risques hyper intéressants qu'on va voir. C'est un peu l'équivalent du Prince Démon, je dirais, du côté. C'est-à-dire qu'il est très embêtant, moins puissant, mais très embêtant. Et globalement, c'est pareil, Eltion a le même problème, c'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi le sortir à distance. Donc, alors lui, c'est qu'il empêche les palines, c'est bien ça? Ouais, en fait, il empêche les palines dans un petit rayon, dans un rayon de 14 pas. Il empêche quand on est déjà engagé. Donc quand on a chargé, etc., ça ne change pas. Mais du coup, il peut couper les palines dans un rayon de 14 pas ou donner un bonus à la blessure ou générer des blessures mortelles. Donc il buff tous les démons autour. Et ça marche que sur les démons. Et après, on a la batterie de mortels, donc le Lord of Affliction, vous connaissez, qui apporte un peu de frappe en profondeur. On peut partir avec des mouches, etc. Donc lui, il est accompagné des Plague Drones et du Puzzle Black Lord qui est en bas, qui est tout seul. Tu dis qu'il est accompagné, mais tu pourrais très bien changer ça en termes de stratégie. Tu emmènes n'importe quelle Bien unité. sûr, tu peux emmener ces deux-là. Après, tu peux en emmener qu'une, tu peux en laisser une sur table, etc. Donc à voir dans le tempo, parce qu'en plus, c'est Eltion qui a le moins de pauses, donc c'est lui qui va dicter de qui commence pas. Et en base, du coup, on a la Beast of Nurgle parce qu'on est, on est dans le Lost qui permet de l'avoir en ligne, 2 fois 10 Plague Bearer parce que c'est une très bonne ligne, et 3 Nurglings parce que c'est la meilleure unité du bouquin, tout simplement. Et tu sais que c'est rigolo, mais globalement, qu'est-ce qu'il a pour te gérer les Nurglings? Parce qu'en fait, ça va me permettre de faire le pont justement avec le scénario qui est lutte de pouvoir. Ouais, un des meilleurs scénarios de la V3. Si jamais vous cherchez des scénarios, vous savez pas lequel jouer. Franchement, c'est un des meilleurs scénarios de la V3. Qui est un scénario à 5 objets, 2 sur justement la lisière des territoires, et donc aussi justement des déploiements, et un central. Au niveau du scoring, tu marques 1 point si tu contrôles au moins un objectif pendant 2 tours consécutifs. Exactement. 1 point si tu contrôles au moins 2 objectifs, et en plus 1 point si tu contrôles plus que ton adversaire. Donc pour le coup, voilà. Donc il y a un vrai tempo. C'est vraiment un des meilleurs scénarios. Pour le coup, moi je dirais que ton avantage, il vient clairement des Nurglings, parce que il doit systématiquement garder des ressources qui sont énormes pour pouvoir garder des objectifs chez lui. En plus, il y a 2 systèmes d'invoque qui vont se passer, parce qu'il y a la vieillesse du bouquin Korn qui fait que ses points de dim, il doit tous les utiliser en une seule fois. Il pourra pas et invoquer et faire des trucs stylés en dim. Pendant que moi, j'ai entre guillemets mon bouquin de base, mais j'ai un système d'invocation qui va être permanent pendant toute la partie et aussi stable qu'on connaît en Nurgle. C'est-à-dire que je peux sortir une unité par tour, du tour 1 jusqu'au tour 5. Et du coup, lui, il va devoir gérer ce flux-là d'unités qui va me donner, je pense, un petit avantage dans le scénario. Mais on va pas se mentir, la létalité est quand même de son côté. Hein. C'est-à-dire que Skarbrand qui tape 2 fois. T'as intérêt à réussir ta 5+, ou ta 4+, si t'as de la chatte au niveau de la roue, quoi. Ouais. Et puis la roue qui va être hyper importante aussi pour potentiellement impacter, tu vois, lui diminuer sa charge, empêcher les pilines aussi. On a un effet de roue qui permet de le calmer. Donc voilà, donc ça va être hyper intéressant dans le tempo des close, et surtout c'est close contre close. Donc en fait, de toute façon, la game, à un moment, va falloir y aller. Voilà, et ça va être cool, ça va être vraiment sympa. Ce qui est très intéressant, c'est comme tu le dis au niveau de la létalité, mais aussi sur une partie de la projection. C'est-à-dire que là, clairement, tu peux très bien calculer dans ta tête que chez T5, tu vas marquer 5 points grâce à l'objectif qui est chez toi parce que tu le contrôles depuis 5 tours. S'il t'en prive, c'est 5 points qui peuvent faire prout et ça peut très craquer. Un point et tu contrôles si tu as fait déjà 2 tours que tu l'as. Ah d'accord, ok. Exactement, et c'est 2 tours de tes tours à toi. Donc en fait, c'est assez tricky parce que si tu arrives à couper ce truc-là, ça fait qu'en fait, ça lui prend vachement de temps. De revenir en fait. Exactement. Il faut justement 2 tours. Mais par contre, du coup, tu peux aussi le perdre pendant finalement le tour adverse et ça n'a aucune incidence. D'accord. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est d'arriver à le prendre, le garder pendant le tour adverse. Donc ça, Nurgle est un peu capable de le faire, mais Skarbrand ne pourra pas être partout. Et comme tu l'as dit, il y a 5 objectifs, donc ça va être aussi le management de Eltion sur Skarbrand. Quelle décision il va prendre, du frontal, du gardien d'objectif, des choses comme ça. Pareil, moi j'ai de la faible, il en a pas. Donc il y a un côté un peu mobilité chez Nurgle qui va un peu l'embêter, mais la force de frappe est de son côté. Donc ça va être super cool. Enfin, franchement intéressant. Yes.
Ensuite, on va passer justement sur la partie de samedi après-midi et on a mis ces parties-là l'après-midi pour laisser le temps aux gens en fait justement de regarder la review si vous voulez. Les reviews durent à peu près 1h10 puisqu'elles sont assez courtes et donc on découvre là sur la partie droite Rorcal, donc Boone, le frère de Pride, qui va jouer Idonet. Donc armée relativement standard dans lequel tu as un petit peu de contrôle avec l'infanterie, tu as des gros tons parce que les personnages, le King est devenu un gros ton, mais on découvrira ça samedi matin, mais voilà, une liste sans trop de surprises on va dire parce que pas polarisée dans un sens en fait. C'est clair, et bon, on sait qu'Idonet c'est une armée qui est globalement une armée plutôt polyvalente qui a le choix du tempo dans les parties, c'est-à-dire qu'en général elle a la projection pour attendre le bon moment. Bon là par contre, est-ce qu'il va pouvoir attendre longtemps? On sait pas, parce qu'en face on lui du coup Sam, qui savait pas qu'il jouait contre Idonet, mais a essayé de l'opposer, Nagash. Je sais même pas si on l'a déjà vu sur la chaîne Nagash. Donc première apparition, donc grosse responsabilité du côté de Sam, hein, parce qu'il y a tous les joueurs de la desk qui vont être derrière lui. Mais on a un duo en plus hyper sympa, c'est-à-dire qu'on a un Mortar qui va aller avec elle, c'est Lady Olinder qui l'a pris en allié, avec le petit White King qui sert en général, qui est pris parce qu'il vaut pas très cher, il est plutôt tanky, il permet de porter les command traits et les artefacts, donc ça va être très sympa. Et en base on a 2 fois 10 loups, 2 fois 10 squelettes, donc escorte je dirais au minimal, et l'homme Raspel Portal pour évidemment trixer avec les sorts de Nagash. On sait qu'il a la main de poussière, donc je sais pas si sur AWS on va avoir la petite main de poussière. Gauche-droite, tire mon doigt, raté. Je pense que ça sera le Shifumi. Voilà, donc on sait pas. Et si en face il y a un petit peu du petit perso côté Ido, ça peut être très sympa. Et en plus, ils sont pas réputés pour la magie, donc ils vont devoir, je dirais, encaisser ça. Je te rassure, ça n'a pas changé, et c'est ça qui est très intéressant. C'est que tu pourrais dire nouvelle armée du moment, alors que Sublight est très bon, surtout avec un Nagash. Qui surprend, on va dire ça. C'est surprenant en Sublight, hein, ça a jamais vraiment perf. Et il bénéficie un peu des trucs, mais bon, il a une énorme palette de sorts, parce que du coup, il a le domaine des nécros, le domaine des vampires, machin, ses sorts à lui et tout. Donc, mais c'est pas là où on le voit le plus parfait. En fait, écoute, c'est quoi, on va dérouler et on parlera de nos estimés à nous une fois qu'on verra quand on aura le tableau et tout. Exactement, ouais. Au niveau du scénario, on va être sur Razia Bestial. On est donc sur un déploiement habituel en aube de guerre, c'est-à-dire sur toute la largeur de la table, avec pas moins de 6 objectifs. Et Razia Bestial qui est du coup un scénario un peu d'agression, parce qu'en fait on va tout simplement pouvoir cramer les objectifs, mais seulement ceux d'en face. Et donc il va falloir avoir un espèce de double jeu qui va être intéressant, c'est de protéger les siens. Et en fait on va petit à petit avoir de moins en moins d'objectifs sur la table, parce que chacun peut en cramer un par tour de joueur dans l'armée d'en face. On peut aussi en cramer un par gur au tour 3. Donc c'est un scénario qui est très dur à scorer en fin de partie, ce qu'on appelle la late game. Et du coup il y a une vraie mécanique de... faut être un peu agressif, mais en même temps garder un peu ses objectifs. Et à partir du tour 2, crac, ça commence la mécanique de je crame des objets. Donc, est-ce que j'ai pris à table? Est-ce que je suis enfermé chez moi? Est-ce que je suis enfermé chez moi, mais j'arrive à défendre mes objectifs? Donc, c'est super sympa. Et le scoring de fin de partie est en général assez technique, parce qu'il ne reste plus grand-chose sur la table. Et donc, en fonction, on peut cramer aussi chez soi pour empêcher le mec d'avoir des points bonus. Tu vois, je serais très curieux de savoir quelle va être la grande stratégie de Sam là-dessus. Parce qu'il peut se la jouer ballsy, garder un sorcier en vie ou garder. Bon, on se demande qui va avoir envie à la fin de la game. Mais ça veut aussi dire qu'il peut polariser complètement sa liste sur mais au bout d'un moment, Nagash, il peut tomber face à une grosse létalité Idonet en face. Et à l'inverse, il peut très bien choisir d'avoir des lignes, mais ça veut aussi dire que l'Idonet a largement la mobilité pour aller lui chercher. Exactement. En fait, l'Idonet, lui, peut dicter la partie, mais est-ce qu'il va être agressif, être dans le tempo, attendre la marée? C'est que c'est un mécanisme qui va rester, donc avoir les nouveaux effets, est-ce que ça va lui permettre machin? Est-ce que Nagash, il va y aller en mode 24 heures du Mans, je traverse la table, allez viens, tu vois, en mode un peu 3 devant tu vois, les portes un peu, tu vois, il y a personne d'autre, tu vois. Bon, voilà. Est-ce qu'il va y aller comme ça, ou est-ce que lui aussi il va attendre un peu le tempo et attendre en réaction un peu? Toi aussi tu te les fais en slip cette scène ou pas? Bien sûr. Toujours quand je rentre de soirée un peu, il y a un moment où ça part en vrille. Voilà. Mais non, clairement ça va être vraiment cool de voir Naga jouer, qui est une figurine qui est hyper puissante. C'est-à-dire, Pride on parle souvent sur la chaîne, mais c'est le côté un peu God mode, c'est-à-dire vous jouez vraiment un dieu, c'est-à-dire qu'il fait tout, tir, close et meilleur magicien du jeu. Close surtout. Ouais, et du coup, et maintenant en close il bourrine bien, mais on sait que les Idonettes, ça peut être, c'est une armée très un peu coup de poing, c'est-à-dire qu'ils peuvent frapper le plus fort du jeu sur un point du champ de bataille. Donc si le point du champ de bataille il vaut 1000 points et que c'est un gars qui est là avec son bâton machin, ça peut être dangereux. Donc il y a un petit, voilà, comment est-ce que Sam va arriver à se protéger, parce qu'il est clair dans son armée. Mais après il a Lady Winder aussi, qui a la petite menace, je fais un peu des BM, je peux sniper des persos. Ça va être franchement trop cool comme game. Hop là, au niveau justement de la suite. Samedi soir. Ouais, on va avoir justement Anka et ses Stormcast qui va affronter Team en Fire Slayer.
Donc pour Team et ses Flare Slayer, alors je vais pas trop en dire parce que on n'a pas le droit tout simplement. Mm. Ils jouent sur une liste complètement normale en Mm. Flare Slayer avec des paquets de nains répartis entre Vulkit et Berserker. Ils ont toujours des slips. Et c'est toujours des gars en slip mal rasés. Et roux. Non, et avec en gros des petits persos qui, dans cette édition-là, peuvent être des putains d'électrons libres. On est sur un ADN de Battletome qui est trop cool parce qu'on est dans ce qu'on aime. On est dans justement tueurs, quoi. des gros nains tueurs. Enfin, on est dans des gros paquets de nains. Mm. Et en plus de ça, des nains qui vrillent dans leur tête et qui deviennent des tueurs Trop à base de sarment, mon gars. Et on y Waga. va de sarment, exactement. Et Waga. Ouais. Avec les outils pour le faire. Donc c'est vraiment trop cool. Mm. Donc voilà, je te laisse présenter la liste Stormcast. Ouais, la liste de Anka, en fait, ce qui est très cool, c'est que vous allez vraiment voir je remercie Anka d'avoir juste cette liste-là et de pas être parti dans des trucs de ouf parce que il est vraiment resté dans ce qui est je dirais, une des listes les plus standards du méta aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous pensez que vous allez affronter les Stormcast en tournoi, c'est clairement quasiment cette liste-là. C'est vraiment celle qui prend l'ensemble des éléments les plus puissants du bouquin de manière polyvalente. C'est-à-dire qu'on a du tir qui est puissant via les Raptors qui vont avoir ce double shoot qu'on va pouvoir voir une fois dans la partie, c'est-à-dire une fois en phase de héros, une fois en phase de tir. Les Storm Deck Guard qui sont l'unité, je dirais, emblématique de ce début 2022, depuis qu'ils sont arrivés, qui perturbent tout le méta, qui ont un très bon tir, une très bonne projection, ils bougent 2 fois dans la partie, enfin ils peuvent bouger aussi une fois dans la partie 2 fois, qui a beaucoup de double éléments, donc il y a une capacité à avoir une très grosse alpha, parce qu'en plus on est en un seul drop, donc ça peut vite dicter. Et les Fulminators qui sont quasiment les unités plus létales en charge du jeu. Donc ça va être très 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 cool. On a ce système de TP aussi, qui permet d'aller un peu partout, de se TP, de rebouger derrière et tout. Donc l'énorme mobilité de Stormcast avec sa capacité de projection énorme, son tir et sa polyvalence. C'est-à-dire qu'il a tout pour lui. Il a de l'armure, sa close, ça encaisse, ça bouge, ça se TP, ça prend les objectifs, etc. C'est trop cool à jouer. Vraiment, je suis jaloux de ce genre de mais Battletome avec autant de richesse au sein de même liste. Être capable de tout rentrer, c'est génial. C'est incroyable. Et surtout, c'est extrêmement puissant. Extrêmement exigeant parce qu'on a quand même peu de figurines, peu de PV, des attaques qui sont fortes, fiables, mais peu. Donc on est très sujet à des craquages par exemple sur les dragons, ce genre de choses. Mais on a une certaine sécurité aussi par la force de notre liste. Donc c'est une certaine exigence couplée c'est vraiment à une richesse de jeu qui est infinie. Le côté TP, je ramène une unité, je rebouge là, je double tir là, je peux bouger 2 fois avec mes dragons et tout. Et en plus de l'utilisation de ce truc-là, est-ce que je crame tout au T1 et j'ai une énorme alpha pour essayer de percer l'ennemi et jouer sur la mécanique du double tour, ou est-ce que je garde mes outils, j'en utilise un T1, un autre T2, j'attends, ensuite je refais une TP, le machin et tout. C'est passionnant à voir jouer et à affronter, parce qu'en plus ça fait des nœuds au cerveau, les Stormcast. Je pense que vous avez vraiment kiffé dans ce match-là, parce qu'en face on sait que Ferrer c'est une armée de close, globalement il n'y a pas d'esprit, c'est une armée de corps à corps, et du coup, est-ce qu'un Stormcast globalement polyvalent, parce que c'est une liste qui est polyvalente, même si elle frappe fort, elle tire fort, mais elle est plutôt polyvalente, elle n'est pas axée dans un domaine, est-ce que ça va réussir à aller sur le terrain du close pur? Alors justement, parlons du scénario. Ouais. Donc là, c'est interférence tectonique. C'est donc le scénario page 32 du manuel général. On est sur un déploiement, encore une fois, en aube de guerre, c'est-à-dire que sur toute la largeur de la table, c'est le scénario sur lequel on va avoir 3 objectifs. Et au début de chaque round, on va justement définir aléatoirement lequel de ces objectifs va valoir 2 points alors que les autres vont en valoir 1. Et clairement, on est sur un scénario... Enfin, si on avait été par exemple sur ton scénario, le tien, enfin sur n'importe quel autre scénario avec 5 objectifs, ça aurait été clairement en faveur du Stormcast parce que la mobilité, là où le Fire Slayer ça bouge de 4, encore faut-il que dans sa liste il intègre toujours l'équivalent d'une TP avec un Smith, avec un Smither, excuse-moi. Ouais. Là, c'est 3 objectifs au centre de table. Donc, clairement, le Fire Slayer va être capable de marquer des points. Ouais. Et c'est le Stormcast qui va savoir par quel objectif il va commencer à grappiller l'armée naine. Et ça c'est assez intéressant. Ouais, pouvoir focus le point qui va valoir un point de plus. Ou alors, il va essayer d'y aller un peu en létalité. Et puis après, de repartir en arrière. Il a cette capacité-là aussi, Stormcast, d'attaquer un point. Puis de repartir en arrière s'il y a un double tour. Pour ensuite continuer à jouer plus longtemps dans la partie. Ou vraiment d'essayer d'enfoncer là où il s'est enfoncé. Donc ça va être vraiment cool. Je pense qu'on va avoir des très belles mécaniques, surtout de close sur cette partie-là. Yes, si on passe au prochain slide, s'il te plaît, moi, le Thion. On tombe donc sur le bracket, donc c'est-à-dire sur le résumé justement des différentes games. Si on commence pour la première, Metin contre Mister Za. Tu en as parlé un petit peu, donc d'un côté on a Mister Za et une liste quasiment top méta entre guillemets avec Disciple of Tzeentch, avec j'allais dire une grosse Death Star, mais en fait tout simplement tous les persos qui fonctionnent et qui font tout en fait au niveau de Tzeentch. Et d'un autre côté Metin avec un Battletome qui est un petit peu en retrait, le Skaven, mais avec lui aussi une putain de Death Star de Fiends qui sont des gros tireurs, qui va avoir l'initiative du combat. À voir si Mister Za joue défensif et se met à plus de 24. Ça bouge en gros 18 plus le mouvement des... en gros,
les screamers ont un mouvement de 16 de mémoire. Donc ça galope bien. En fait, le risque, si tu veux, ça serait que Metin tente le premier tour si Mister Zar s'expose au tir et ainsi de suite. Mais en tout cas, il a une réponse au tir. Ça dépend comment il va placer aussi ses trous de Skaven, là, dont les gnolls, comme on les appelle. Comment est-ce qu'il les place? Est-ce qu'il les place de manière offensive pour forcer Mister Zar en disant fais gaffe, si je prends le T1, tu vois. Et ça, c'est avant le déploiement. Donc il y a un côté, est-ce que je feinte, je les mets un peu en agression et finalement je te dis, il s'est mis au fond de la table, allez vas-y, commence, tu feras pas grand-chose, c'est cool. Ça va être hyper cool, ce mécanique de début de game avec les gnolls, ou est-ce qu'il les garde pour les objectifs, il se fait un petit peu un truc de... Donc Metin, c'est lui qui va dicter la partie en début de game, et voilà, donc ça va être vraiment sympa. Et aussi, encore une fois, un scénario qui clairement n'avantage pas Mister Zar, puisque, on le rappelle, les invocations ne vont pas être capables de tirer et charger quand elles vont arriver, et l'intégralité des armées doivent être posées sur table, parce que sinon, elles meurent. Ouais, voilà. tout à fait. Donc, mais de toute façon, il n'y avait pas de faible de chaque côté, mais par contre, le fait qu'ils puissent pas charger, ça veut dire que quand on a bloqué un objectif en disant à 9, tu peux pas invoquer, tu peux pas rentrer, il n'y a pas de surprise de j'invoque, je charge, je te vole l'objectif, en plus j'ai pris un truc qui me permet de compter double et tout. Tout ça, c'est en mécanique, le Zench, il l'a pas. Donc, il va falloir qu'il fasse à l'ancienne, quoi. J'ai mon pâté, j'ai mes sorciers, il faut que j'avance et il faut que j'aille bourriner le mec d'en face. Ce qui est pas si simple que ça. Parce que s'il rate un peu sa phase de magie, son truc, et Stormfiend, même s'il en tue la moitié, il le ratera pas, quoi. Parce que, 4d6 tirs par phase, oui, ça et surtout, c'est hyper fiable. Parce qu'en plus, il a les bougies qui sont pas des sorts. Alors, il peut lancer un sort pour les améliorer. Ça va être compliqué de le passer quand il va rentrer dans la portée. Mais il peut aussi, on le connaît, être hors portée de dispel, lancer son sort, se TP et du coup venir. Bon, et quand c'est full buffé, oui, ça sort. Et puis, il peut même quasiment sortir plusieurs héros en un seul tour. Donc, ça peut être hyper dangereux. Voilà. Yes, de l'autre côté, ce qui est rigolo, c'est qu'on a donc Blade of Corn joué par Eltion contre toi et Nurgle. Donc, un seul tir dans chaque armée. Donc, clairement, on va être sur quelque chose de bourré de corps à corps, mais en fait, on est sur 2 putains d'armées Atrix. C'est ça qui est génial, c'est qu'on fait sur 2 armées de gros bourrins qui sont faussement bourrines, parce que justement, en fait, basées uniquement sur des tricks de charge adverse au moment où tu n'y attends pas, de taper et bouger, et ainsi de suite. Donc, très cool. Au niveau du match-up, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, Blade of Corn versus Nurgle. Je donnerais un petit avantage peut-être sur en fait, il y a un avantage à Skarbrand de manière générale, parce que le fait de pouvoir sortir n'importe quelle figurine ou unité sur la table, voire 2 en un seul tour, c'est comme une force que Nurgle n'a pas. Nurgle peut taper avec son grand timon dans Skarbrand et pas forcément le tuer. Donc il y a un peu ce danger-là de mon côté qui va être vraiment le management de Skarbrand, mais il faut voir comment Eltion va le jouer aussi, quel choix il va faire, est-ce qu'il va être hyper agressif ou pas. C'est pas moi qui vais dicter, encore une fois, c'est lui qui va choisir qui a le tour 1. Bon, et s'il y a un double tour aussi, Skarbrand sur un double tour, ça fait 4 activations, donc entre guillemets, ça peut être dévastateur complet. Donc il y a du danger. Par contre, clairement, la résilience et le fait d'invoquer quasiment à tous les tours, ça va aussi fatiguer Korn qui, va gagner des points de 200 sur les unités. Je vois trop la game où en gros, tu te fais raser, mais tu gagnes au point. C'est possible, ça peut être un des scénarios. Ça va être aussi l'initiative T3 parce que Nurgle va être sûrement meilleur en scénario, mais si finalement Eltion laisse le tour, il va supprimer un objectif chez moi, donc il va ramener le scénario en primaire, enfin les points de primaire de base plutôt de son côté, ou en tout cas il va les équilibrer. Et en plus, il y a Be'lakor aussi, la gestion. Quand est-ce qu'il va être déclenché, sur qui, donc en fait, il y a plein de choix du côté de Korn, et je dirais un petit avantage de manière générale aussi sur la fraîcheur du bouquin, parce que moi j'ai des mécaniques qui sont, je peux garder des points d'invoque, j'ai des choses comme ça, donc c'est un peu plus frais. Mais côté Korn, je pense que la game est plus compliquée pour Eltion, mais il peut faire beaucoup plus mal de manière générale. Il y a toujours une surprise qui arrive du côté Korn avec la dîme, mais il y a toujours des trucs qu'on n'a pas vus. Voilà, donc c'est très technique en tout cas. Yes, ensuite on passe justement sur le match de l'après-midi, à savoir donc Boone, Seb qui va jouer le nouveau Battle Tom Idonet, je voyais au niveau du chat, et versus Sam de Squigard qui lui va jouer qui va jouer Nagash allié Soulblight. C'est pas Soulblight allié, tu vois, avec Nagash, c'est Nagash qui a ramené quelques Soulblight. Qui a choisi 2-3 potes, une petite garde personnelle. Pour un déménagement. Il y a un petit côté 300, donc Léonidas qui vient se pointer, mais franchement, gros kiff. J'ai vraiment hâte de voir Nagash en Soulblight. Personnellement, je l'ai jamais joué, ni jamais affronté. Si, je l'ai affronté contre Sam d'ailleurs, on avait joué une game ensemble en tournoi avec ça. Moi je sais pas, franchement Nagash, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il arrive. On sait que c'est un amoureux de l'Hadès. Maintenant, est-ce qu'il arrive à tenir la capacité de projection est-ce qu'il a assez d'écran pour encaisser un Idonet? Si je me base sur ce que je connais moi de l'Idonet de l'ancienne version, avec le tanking de Nagash qui s'est quand même grandement réduit, mais la supériorité magique quand il n'y a pas de sorcier en face, franchement, ça peut être un festival. Et c'est pas un sorcier en face qui va changer quelque chose. Ouais, Sam, il peut faire un festival de Nagash, mais c'est pareil, c'est une figurine à choix. Vous avez 1000 points qui ont une létalité de ouf. En fait, si vous partez à droite alors qu'il fallait partir à gauche, votre tour, il va être impressionnant, mais c'est pas le bon choix qu'il fallait faire. Donc,
ça peut paraître des fois, il va peut-être avoir un côté God Mode, il arrive, il tue Après, tout ce qui il passe. a quand Mais même un gros contrôle map avec tous ses packs de loups. oui, mais c'est des choses que Lidonet n'a aucun problème à laver avec des petites unités. On sait que c'est une armée d'élite très fiable. Alors, je pense pas qu'il y ait trop de problème à tuer 10 loups ou 10 squelettes. Ça va voler à vitesse de la lumière. Et ça donne des tactiques en plus en général assez simples à faire, ce genre de ligne. Donc ça va être le management de Nagash. Encore une fois, on a des figurines, c'est pareil. On est un peu comme Eltion avec Scarbrand. On a un côté, là, une autre figurine supra-létale qui est encore plus polyvalente, mais qui va devoir faire un choix. Et qui a pas une énorme projection. Ça bouge pas très très vite, Nagash. Et alors, un pronostic? Ah, il veut pas donner de nom. Je pense que si Nagash est bien joué, et je pense qu'il peut faire la diff. Donc je mettrais peut-être une petite pièce sur Soulblight, sans connaître du tout le bouquin d'Ed, j'en ai aucune idée moi, mais je mettrais une petite pièce, mais c'est dans le côté skillé du côté Nagash, donc il y a vraiment un côté. Ok, Voilà. bah, tu vois, c'est marrant, je dirais la même chose, mais le souci, c'est qu'encore une fois, tout le monde a signé sur le fait que c'est le nouveau BT Ouais. et que c'est très difficile de faire des bons choix quand tu joues une figurine à 900 points, Ouais. quand tu connais pas l'armée d'en face. C'est pas faux, c'est pas faux. Après, encore Il y a une le côté fois, fiasco aussi, hein. il y a aussi, c'est ça. Je pense qu'en fait, tout va se jouer à un prout, Et on tout va se jouer à un on vieux double. connaît la capacité de Sam à faire des 1. Mais d'un autre Dédicace. côté, attends, ça doit arriver. Ah bien sûr, C'est-à-dire ça qu'il y va a arriver. 5 tours de jeu. Et puis Borin lui sort partout, hein, donc, c'est ça. C'est que mathématiquement, ça va se produire. Ouais. Sauf qu'il faut À pas que quel ça aille sur le moment premier sort. À quel moment, au premier sort du tour 3, non, Apocalypse, en lançant son petit Mystic Shield, on connaît ces histoires-là, elles ont mal fini, toutes. Elles ont toutes mal fini. Donc, en tout cas, intéressant. Et derrière, on termine par le match justement du samedi soir. Donc, Anka et ses Stormcast versus Team et les nouveaux Fire Slayer. Ouais, je dirais c'est un peu vraiment le baptême du feu pour les Fire Slayer. C'est-à-dire qu'en fait, ils affrontent la stéréotype du méta actuel. Donc, en fait, ils vont faire leur rentrée. Donc, évidemment, Team n'aura peut-être pas forcément super habitude, mais Anka n'aura pas du tout l'habitude de jouer contre ce nouveau bouquin qui peut être plein de richesses. Voilà, c'est le baptême du feu, quoi. Est-ce qu'ils arrivent à encaisser une potentielle alpha ou est-ce qu'ils arrivent à tenir la longueur contre une armée Stormcast qui a toutes les clés pour ouvrir tout ce qui existe dans le jeu? C'est-à-dire, on peut tuer des gros monstres, on peut tuer des hordes, on peut tuer de l'élite, on peut tuer tout ce qu'on veut, mais on est une armée d'élite avec des choix. Donc, aussi, dans la méconnaissance, s'il fait le mauvais choix, finalement, ses ressources elles sont limitées. On a 2 activations, mais c'est une seule fois dans la partie. On bouge 2 fois avec les dragons, mais c'est qu'une seule fois dans la game. Si c'est choisi au mauvais moment, c'est peut-être le Fire Slayer qui peut s'en sortir. Donc, moi, je dirais franchement, baptême du feu. Je mettrais toujours un peu. Donc, peut-être le fait que Stormcast, ça peut être très compliqué. Je pense quand on sait pas contre quoi on joue, sur quoi je tire avec mes Raptors. Donc je mettrais une pièce sur le Fire Slayer parce que on sait que par exemple les Raptors ça peut paraître hyper létal, ils peuvent faire des énormes tours, mais si vous tirez pas dans la bonne cible, en fait ça sert à rien. Vous tuez, j'ai tué 2 personnes en un tour. Oui, mais comme c'était pas ça qu'il fallait tuer, finalement c'était pas très important. Donc tu vois là où je suis d'accord avec toi, je dirais que c'est Anka qui va piloter toute la game. Complètement. C'est Anka qui va devoir, je pense, mieux jouer que Team, mais par rapport au scénar, même si Anka a une liste meilleure. Ouais, l'avantage au scénario sur le Fire Slayer, c'est qu'il va se poser. En fait, en gros, Anka, s'il prend pas le T1, Team va se mettre sur les objets. Et donc, il va directement marquer 4 points. Ouais. Et on connaît pas le nombre de drops de Team. Je sais pas on sait pas si Fire Slayer est capable de jouer en one drop. Est-ce que ça va être une mode ou pas du tout? En fait, ça dépend. Surprise. Non, en fait, ça dépend des persos. Ça dépend. Est-ce que tu vas aller chercher un deuxième Arthos? Est-ce que tu en joues beaucoup et ainsi de suite. Ouais, la capacité à aller chercher. Même si tu as d'autres leviers dans le BT pour justement aller chercher d'autres Arthos avec une sous-allégeance. Mais tout ça ne nous regarde pas. Donc, non, en tout cas, je pense que vraiment, le scénar avantage clairement le Fire Slayer, même si, en règle générale, je pense qu'Anka aurait pu être devant. Ouais, c'est clair. Et puis, baptême du feu, franchement. Et puis, c'est cool, ça va être cool de voir un Stormcast un peu méta, classique de tournoi sur la chaîne, de voir un peu tous ces tristes qu'on n'a pas trop vus. Je pense que ça va beaucoup plaire aux gens de voir ça. Puis les dragons, quoi. Et dans le kiff, des dragons qui jettent sur des tueurs. On est dans un roman de Gotrek et Félix, quoi. Franchement, c'est chiant. C'est clairement ça. On va chercher la meilleure mort. Ils sont hyper gros. En plus, ils sont comme ça, alors que les nains, ils sont comme ça. Franchement, ça va être ouf. Mais par contre, comme ils ont pas de fringues, ça ne prendra pas. On va passer sur le dernier slide, mon Eltion, s'il te plaît. Donc c'est parti les gars, on a abordé tous les sujets qu'on voulait voir avec vous. C'est un talk show qui va être assez court. Attends, il y a Jack Michel qui fait Fire Slayer 2 syllabes donc méta. Ça c'est pour les leaks, tu vois, ce qui a 3 syllabes auto build, enfin auto buy sur le site de Games, 2-3 semaines avant un BT, tu sais. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions à le faire. Pendant ce temps-là, je vais juste en profiter par remercier tout simplement. On a Gorchou qui a lâché un prime, on a Captain Mick qui a lâché un prime, merci beaucoup. On a Prince Moustache qui a follow, bienvenue
bienvenue à toi. On a K57 qui a lâché un abonnement, merci beaucoup. On a Jay-Z aussi. On a Wilfried Style. On a Céline Callen, merci beaucoup. On a Calestifon qui va lâcher 100 bits. On avait Ennio Dio qui venait de follow, donc bienvenue à toi. On avait Niverian qui avait lâché son 16e mois. On avait Agon qui avait, merci à toi David, qui avait lâché son 10e putain de mois. Ça fait 17 mois les gars que c'est beau ça. sur Twitch, donc c'est trop cool. C'est beau. On avait Mimolette qui avait lâché son 11e mois, merci Mimolette. beaucoup. On avait Bob H aussi qui avait follow et qui te connaissait. Je sais pas pourquoi il disait qu'il parlait de ton physique et c'était sexuel. Ah, je crois qu'il est Team Belgique. Exactement, il y a la Team Belgique, il parlait aussi de la ça. Belgique. On avait aussi Creative Charlie qui avait lâché son 15e mois, donc merci à toi. On avait ensuite Ulrich 13, Kanakane, merci beaucoup les gars. Et ensuite, on avait quelques petits subs ou des abos que j'ai cités tout à l'heure. Donc merci beaucoup à vous les gars. Alors, hop, merci beaucoup. On a Psycarton aussi qui vient justement d'offrir un premier abonnement avec Guéric, merci beaucoup. Alors, on avait une question pour toi. Quelle armée KO domine en ce moment? L'armée KO qui domine, je dirais, dans les tournois, sans trop, je pense Nurgle, qui domine dans la régularité et la présence surtout. Zen, c'est toujours très fort, mais entre guillemets, baisse quand même un peu en termes de présence. Légion du Premier Prince? Légion du Premier Prince, oui, mais c'est en termes de représentation. Je sais pas quelle est la question, mais en termes de mix de représentation et de résultats, Nurgle. Après, Légion du Premier Prince, ça perf, mais il y en a très très peu. Donc, parce que c'est une armée il faut une grosse collection de figurines, c'est une armée un peu alternative, donc c'est différent. Et Zench qui a beaucoup baissé depuis qu'on joue plus la version avec Archaon. Il y a quand même moins de joueurs parce que globalement, il faut jouer ce type de histoire, c'est-à-dire des pinks et des persos. Bon, c'est un style de jeu particulier et tout le monde ne veut pas forcément jouer ça, je pense, en Zench. Donc je dirais Nurgle aujourd'hui dans la présentation plus résultat, c'est l'armée qui est vraiment présente. Voilà. Alors, merci beaucoup. On a Witafang qui vient de lâcher son premier abonnement. Merci beaucoup. Bienvenue. On a Vlad qui vient de lâcher son 6e mois qui fait merci à vous. Mon banquier me parle plus. Et c'est tant mieux pour toi. C'est avant tout pour te protéger, mon petit Vlad. On a ensuite Storm Rider qui vient aussi de lâcher son 12e mois qui fait bravo pour ce travail. Merci à vous. Merci à vous tous les trois. Et il y avait des questions aussi. Mais justement, quand est-ce que les parties commencent? Est-ce que Pride sera là et ainsi de suite? Oui, Pride va co-animer avec moi tout le week-end. Vous allez en bouffer tout le week-end et de Pride. Titi va jouer et peut-être animer si l'un de nous deux décède. S'il y en a un qui meurt de la fatigue, Et voilà. ça commencera vendredi soir, donc tout simplement demain soir à 20h30. De toute façon, je pense que vous allez retrouver le planning, je pense, sur Facebook, sur Demain, machin et tout, voilà. tout sera publié justement dans le détail. Est-ce que les Cruel Boys méritent une baisse en points? Les Cruel Boys, c'est difficile à dire parce que c'est comme une armée qui est supra-étale. Hein. C'est quasiment une des armées qui peut sortir le plus de BM. Moi, je trouve que c'est une armée qui est très dangereuse en équipe. Donc, clairement, je la mettrais pas du tout à la poubelle. Très technique. Très technique à jouer, très fragile et extrêmement étale. Donc elle a un style de jeu qui est quasiment unique dans le méta, enfin dans le spectre des armées du jeu. Mais elle souffre un peu de cette espèce de faiblesse. Donc elle souffre beaucoup des doubles tours. Du coup, il y a quasiment peu de PV, plus rien. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu la verrais justement dans un roster en équipe ouais, avec dans un full roster, tir? ouais, dans un roster en équipe. On a vu des listes avec Cranios et plein de tireurs à côté. Je dirais, en fait, il est un peu... Ouais, en équipe, peut-être, c'est très très bon. Enfin, pour moi, ça peut faire très très peur. C'est-à-dire qu'il va avoir une matrice, il va vraiment éclater une partie des armées, être incapable de faire des choses contre d'autres. Donc, avoir aussi, peut-être, et c'est toujours pareil, hein, quand il y a des nouvelles armées qui arrivent, peut-être qu'il va être très bon, par exemple, contre Idonet, parce qu'il fait beaucoup de BM, ou il va être très fort contre les Fire Slayer. Donc, ça peut aussi remettre ses armées un peu au goût du jour. Donc, les Cruel Boys, c'est une bonne armée, et qui a surtout beaucoup de profondeur, et en plus, on a la rejouabilité, on peut en mettre en big wag, on peut faire des choses, enfin, il y a des choses à faire. Yes, on a une question. On a Squigger qui fait méga hâte d'y être. Merci d'organiser ça. Quand t'as un physique comme le tien, mon petit Sam, on était obligé de passer par crever la caméra. On était obligé de passer par toi, mon petit Sam. Ensuite, on a une question super intéressante de Chrome5 qui fait un avis sur Beast of Chaos. Le White Dwarf va leur faire du bien, je pense. Ce qui est rigolo, c'est qu'on avait hésité à en parler longuement ce soir. Et comme Pride n'était pas dispo, on avait décidé justement de décaler cette partie-là. Ouais. Mais globalement, en fait, c'est juste du putain de buff. Et vas-y, je te laisse. C'est un buff de ouf. Alors, c'est un buff de ouf pour tout le bouquin. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas à tergiverser. C'est-à-dire que donner moins 1 de drain sur toute la table, plus un moins 2 à partir du tour 3, c'est la folie, quoi. Enfin, Et en plus, c'est une armée qui a eu beaucoup de baisse en points. Donc, rien n'est cher. Donc, on peut mettre une quantité de PV sur la table. On a des armées qui ont entre 150 et 200 points de vie sur la table, avec une sauvegarde à peu près autour de 4+. Donc les mécaniques sont vraiment bonnes. Donc je pense que vous allez voir, notamment aux Worlds, beaucoup de Beast of Chaos. Donc, malheureusement, je pense qu'il y aura un peu de spam. C'est-à-dire qu'on aura des dragons ogres, des bestigores. Mais il y a possibilité d'avoir quand même pas mal de variétés. Il y a les monstres aussi, qui sont vraiment excellents, avec tous les nouveaux buffs et les actions monstrueuses qu'il y a eu.
Donc je pense que clairement on va voir des Beast of Chaos, vous allez en voir au Worlds, vous allez en voir en compète aujourd'hui, et je suis très content parce qu'entre guillemets les Beast of Chaos ils n'ont pas gagné une game en tournoi ou alors ils galéraient depuis des années et des années. Bah là ils vont dire copain on sort de la forêt, embuscade et, et tu vas prendre des toutounes. Et en plus je pense qu'ils peuvent aller chercher les tops armées, hein, les Stormcast, les trucs. Bah quand t'es à 50 PV contre 200, ok, je frappe beaucoup plus fort que toi, je suis beaucoup plus létal. Ouais, enfin, moi, par contre, on est 200. Et j'ai un système d'invoque qui est super bon. Par contre, j'ai une pierre derrière à défendre. Donc, hyper C'est ça intéressant en que termes de j'allais dire, tu vois, gameplay. moi, ce que je trouve super intéressant, Ouais. c'est qu'en fait, on était dans un mécanisme où finalement, il y avait peu de décors que tu pétais. Peut-être à la limite celui des Ossiards qui est encore, tu vois ce que je veux dire, Ouais, que bien tu avais sûr. envie justement d'aller d'aller péter le décor. Casser, ouais, tout à fait. C'est une action monstrueuse, hein, d'ailleurs. Exactement. De pouvoir faire. Et alors là, ça va pas changer leur tanking, ça va juste changer leur létalité en cassant cette règle justement de -1 sur toute l'armée. Ouais. Mais c'est super intéressant, en tout cas comme justement la projection, le monde qu'il y a. Mais t'as pas intérêt à laisser un couloir parce que sinon le mec il se met à 3 pouces, il pulvérise ton décor. Exactement. Et du coup, il y a le côté aussi, du coup, il y a une Iton qui disent ah, bah les Beast of Chaos ils reviennent. Ah, bah c'est cool, vous êtes full run. Bah, trop bien, on arrive, tu vois. Enfin, Et du coup, ça crée une espèce de mécanique où du coup, les gens ils disent ah, Beast of Chaos ça revient. Bah, du coup, je ressors mes Itons. Enfin, du coup, les mécaniques. Du coup, je protège mon décor. Du coup, les subs, ils se disent aussi bah, moi j'ai des facilités pour péter les décors. Donc, peut-être que. Et la létalité est pas ouf. Bah, génial, ça me va trop bien en fait. Et en plus, il y a beaucoup de masse, mais c'est pas beaucoup de figurines, donc je prends pas bien les objectifs. Donc, les Sun Behemoth ils disent trop bien, il y a un nouveau dans le méta compétitif. Oh, super, parce que lui, pour le coup, je le pète. Et du coup, ça fait une espèce de tournant où finalement les Sons of Behemoth ils reviennent un peu, les Stormcast ils disent et ils souffrent un peu. Les Iron Joe ça les remet un peu en patate parce qu'ils disent oh c'est full close, trop bien, on adore ça. Et en plus, ça, eux, c'est une armée où ils trixent beaucoup leur smashing and bashing, c'est-à-dire que comme il y a beaucoup d'unités sur la table, ils sont capables de dire j'en fume une, je retape, j'en fume une, je retape. Et du coup, ça fait des enchaînements qui sont assez stylés. Donc clairement, ça va vraiment être trop cool. Enfin, je pense que les Beast of Chaos vont aussi aider dans le chiffre de la méta et comment aussi Fair Slayer et Idonet vont pouvoir jouer contre Beast of Chaos. Mais attendez-vous à une grosse remontada des bêtes de la forêt. Yes. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Eltion, repasser slide 10 ? Je voudrais juste voir un point avec toi qu'on n'a pas abordé. Ouais. Ce qui est intéressant, on n'en a pas parlé, mais en fait, là, tu regardes, quoi qu'il se passe, je trouve que les demi-finales, enfin les quarts de finale, non, les demi-finales sont super intéressantes. Non, les quarts de finale, excuse-moi, sont super intéressantes. Ouais, c'est aussi, entre guillemets, j'espère que c'est là où ça va être hyper intéressant, c'est qu'on a potentiellement un grave final où on a les deux nouveaux BT qui s'affrontent. Pareil, c'est deux armées closes de manière générale, mais s'il y a un peu de tir en Idonet, mais ça peut être hyper cool. Et en haut, on a potentiellement les dieux du chaos, donc un nouveau champion qui arrive. Ça peut faire des très très belles games. Il peut y avoir des surprises. Franchement, tu regardes le premier bracket en disant Meti, Misterza ou Eltion versus Titi. Dans tous les cas, les matchs vont être trop stylés. Ouais. Que ça soit un Zin versus Nurgle, putain, avec les protections à 4 ou à 5. Ouais, il y a un vogue des deux côtés, machin et tout. Donc, mais avec ça, pareil pour les Scaven et pour le tir, il va vraiment pouvoir se mettre back sporter, reculer, tirer. Ça va être scénario dépendant. Ce qui peut être assez marrant, c'est que peut-être un des matchs les plus déséquilibrés qu'il peut y avoir, ou des plus dangereux, ça peut être par exemple Metin qui jouerait contre Eltion, parce que du coup, il y a les Stormfiends qui sont genre hyper ingérables, qui mettent une énorme dose au tir. On sait que quand on déteste le shoot de manière générale. D'ailleurs, je crois qu'il y a un rapport de bataille qui arrive bientôt. C'est quand même contre Korn. Mais du coup, ça peut être quasiment un des plus dangereux. Alors, c'est pas du tout celui qu'on mettrait sur la table. Et je pense que tous les autres peuvent être. Et même après, tu regardes que ça soit le FS ou le Stormcast qui gagne contre le Soul Blight et donc contre un Nagas. Enfin, franchement, des nains qui chargent Nagas, c'est golden. Magnifique. Et à côté de ça, des Idonen contre les nains, c'est fluff aussi. Et même des Stormcast contre contre soit Boon, soit Sam. En fait. Cette matrice, elle est trop cool parce qu'en fait, on le sait, tout le week-end, on va avoir des belles games au moins jusqu'à la demi-finale. Ouais, exactement. Et puis, il va y avoir les scénarios qui vont rentrer en jeu. Donc là, ils sont écrits, les joueurs le savent. Donc là, ça va tergiverser ce soir, préparer les plans. Mais ensuite, ils ne savent pas sur qui ils vont tomber, ni sur quel scénario. Donc encore une fois, qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte ? Ça va être vraiment cool. Carrément, ouais. Tac, n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. On va rester quelques minutes en ligne, pas plus. Il y avait une question par rapport justement au nain. Excuse-moi. Par rapport au Caradon. Il y avait une question par rapport au Caradon, avec justement les tirs qui peuvent faire prout ou au contraire les armées de corps à corps, parce qu'il y a des Caradons qui sont très forts. Enfin, les ballons sont bons au corps à corps. En tout cas. Bien sûr. Qu'est-ce que tu penses toi aujourd'hui des Caradons ? Moi, je suis un joueur Caradon, donc en plus j'ai une grosse affection pour cette armée-là. C'est une armée qui est aujourd'hui. Elle n'est pas du tout à mettre à la poubelle, attention. Mais c'est une armée qui est devenue, je pense, une des armées les plus dures à jouer du jeu, très clairement. C'est fragile. On a une capacité à tirer, mais on tire quasiment exclusivement en reine -1. Donc c'est-à-dire que tout le jeu a une protection de ouf contre nous.
Néanmoins, il a une capacité à être tellement, je dirais, fiable sur son tir, à se projeter partout. On est très bon sur certains scénarios, très mauvais sur d'autres. Donc Cardron, c'est d'une exigence ouf. Donc franchement, big up à tous les Cardron, bonne chance. Il y en a qui ont commencé, je vous invite grandement à aller chercher quand même un peu des petits alliés, des choses comme ça. Pourquoi pas, vous avez le Célestin Prime qui est une très bonne chose pour rajouter de la force de frappe avec une FEP en plus, donc qui rentre bien dans le thème de l'armée. Vous avez les dragons, Stormcast, pourquoi pas, franchement, ça vous ajoute du monstre, donc des tactics. Ça vous donne un peu de résilience au close, de souffle un peu, ça rajoute un peu de BM. Donc, et encore une fois, ça peut être des bonnes armées aussi par rapport à ceux qui vont arriver. On savait que le match Caradron, par exemple, Idonette, était à l'époque un super match hyper intéressant. Moi, j'ai fait une game de fou contre Val avec ça. Et pareil, Fireslayer contre Caradron, c'est un peu les nains opposés, mais qui peuvent donner du coup des games vraiment sympas. J'ai une capacité super de sniping. Bah, du coup, je peux tuer facilement tes persos. J'ai la meilleure projection du jeu, alors que toi, pas du tout. Tu avais. Voilà, tu avais. Excuse-moi, non, c'est parce que les Fire Slayer ont une capacité de bodyguard Ouais, bien sûr. Mais- supérieure. Donc, en tout cas, Tu vois, c'est mais du intéressant. coup, les Caradons, c'est pas du tout Par contre, c'est devenu vraiment dur à piloter. Donc, dès que vous prenez une mauvaise décision, bah, tout de suite, vous perdez la partie. C'est hyper exigeant. Donc, c'est une armée d'élite, mais qui a des mécanismes incroyables. Ça apprend vachement bien à jouer. Enfin, moi, je trouve que c'est une armée qui a une richesse incroyable. En plus, on peut jouer quasiment tous les spatioports. On peut aller chercher Gotrek si on veut se faire kiffer avec un énorme nain intuable et des mecs qui volent en balto autour. Franchement, faites-vous kiffer. Il y a vraiment quasiment tout à jouer. Alors, écoute, je vois pas d'autres questions. Touc. Ceci d'un ami, à part Scarbrand, pour Korn, rien tape fort. En fait, Korn n'est pas. C'est un vieux BT, donc les monstres ne frappent pas forcément ce qu'il y a de plus fort. C'est-à-dire que les buveurs de sang, qui sont censés être l'incarnation du dieu de la guerre et du massacre, sont pas les meilleurs, ce qui touche à 4. Donc c'est globalement pas très facile à. Ça peut vite craquer. Donc oui, ça frappe pas, ça n'a pas une létalité folle. D'où le fait que ce soit une armée tactique et de contrôle. C'est-à-dire qu'on n'a pas une surlétalité incroyable. On a Scarbrand qui est l'AIT la plus forte du jeu. Et à côté, c'est plutôt technique. Donc c'est justement ça qui rend l'armée vraiment cool à jouer. Question de Psychiatron qui fait: est-ce que les gobelins surrégnés sont une armée qui peut faire des choses? Historiquement, en fait, c'était la source de BM en fait, du Battle Tom quand il était sorti. Ouais. Et finalement, ça avait été que très peu vu parce qu'en termes de modélisme, c'était un calvaire à assembler ce genre d'armée. C'est clair. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est encore viable? Ouais, c'est viable, c'est viable. Bah, ce sera toujours viable. On fait des BM, on a de la mobilité, mais on a une mauvaise bravo, on n'a pas beaucoup de figurines. Donc oui, moi je les mixerais plutôt avec d'autres choses. Je pense que les armées de Loonspite, elles vont petit à petit avoir des choses à raconter. On voit que là, là, typiquement, pourquoi pas essayer une armée avec Cranios, des araignées, jouer sur la récursivité aussi. Enfin, il y a des choses à faire. On peut dire tout ce qu'on veut. Peut-être que ça va être très bon, par exemple, contre des idonettes, de jouer les araignées, je sais pas. Donc pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Yes, il y avait aussi une question de savoir si c'était regroupé le week-end. Oui, oui, toutes ces parties seront jouées entre vendredi soir et dimanche soir. Donc vendredi soir, première partie, samedi 3 parties, dimanche 3 parties avec la finale qui sera à 20h30 dimanche. Et merci beaucoup à Alcaïlieu aussi pour son prime du 5e mois et son petit message. Et oui, j'ai vu ton message, vous inquiétez pas, je vais vous répondre à toi et à la personne qui développe un jeu vidéo. Ouais, et les Trogoths, c'est pareil. Hein. Les Trogoths, c'est vraiment très bon. Ça frappe très fort. Ils ont pris pas mal de buffs. Donc franchement, c'est plutôt cool. Voilà. Pourquoi Tzinch baisse dans le méta? Je comprends vraiment pas. Ça fait beaucoup de BM. Alors, Tzinch a baissé de manière générale à partir du moment où la liste avec Archaon est sortie. Parce qu'Archaon, en fait, a la marque, mais n'est plus synergisable, ne profite plus de la capacité d'allégeance. Exactement, il peut plus recevoir les sorts, il peut plus bénéficier des destins, etc. Donc il est toujours jouable. Hein, si vous avez dans votre collection Archaon, vous pouvez le jouer en Tzinch. Mais il a plus de synchro. Donc en fait, ils ont dominé le méta pendant quasiment 6 à 9 mois. Là, c'est un peu fini. Et du coup, Tzinch a globalement baissé. Mais ça reste une armée qui a des mécanismes extrêmement forts. Les pings sont toujours une des meilleures unités du jeu. Vous le verrez ce week-end, ça fait des trucs de ouf. Et la létalité, en fait, comme je l'ai dit, elle a une limite. C'est-à-dire qu'elle est limitée à 18 pains. Hein. Donc c'est pas automatique. Voilà, c'est-à-dire si on rentre pas dans les 18. Et puis les ducs du changement sont des figurines. Et même les héros de base magiciens sont assez fragiles. Donc en fait, ils sont faciles à tuer. Il y a des armées de tir. Les Stormcast sont des prédateurs incroyables pour tuer des ducs du changement, des petits héros, des choses comme ça. Donc c'est pas si simple que ça à jouer. Hein. Ça demande beaucoup de doigté. Donc clairement, franchement, ça peut être, c'est plus technique à jouer qu'il n'y paraît. Et c'est du coup une létalité qui est mesurée parce que c'est de la mortale dans un rayon de 18 pas. Donc voilà, dès qu'on a tué des fois il y a une seule unité qui prend un objectif, on la tue. Bon le reste de cette phase finalement on fait aucun dégât. Donc bon ok. Et du coup le reste de l'armée, ok on fait un peu des machins normaux mais on fait rien d'autre quoi. On n'est pas très bon au tir, pas bon du tout au close. Donc ça peut être vite limité. Merci beaucoup à Gizmo aussi qui a lâché son prime pour la première fois. Merci beaucoup. Les parties seront sur Twitch et peut-être en rediffusion sur YouTube le reste de la semaine. À voir si on a le temps de les remonter ou dépendamment de l'actualité de la semaine d'après. Quoi.
Écoute, on va s'arrêter ici, les 22h08. Je voulais un talk show qui soit assez court, puisqu'il nous reste à installer avec Eltion justement le studio pour demain. Attends. Question de Ayazuzo qu'on peut prendre, c'est salut à vous. Question pour les de cornes. Est-ce que le mot-clé sorcier, par exemple de Bellacorn, n'est-il pas interdit dans l'armée? Non, il y a une fac qui dit qu'il y a certaines. Je crois que Bellacore est totalement autorisé dans toutes les sous-agences du chaos. Il y a un truc comme ça. C'est une fac du Seed Games, je crois. Bellacore et Archaon, ils ont le mot-clé sorcier, mais ils sont autorisés dans toutes les sous-agences de manière générale. Et t'as le droit de mettre un Arcatum, donc techniquement tu peux faire une liste de sorciers. Oui, en plus, tu peux faire devenir un perso sorcier après la liste. Donc, non, c'est tout à fait autorisé. C'est dans les listes, tout simplement les facs de la V3, je crois, de manière générale. Voilà. En fait, c'est avec justement l'amélioration d'Arkham Tom, enfin le Ouais. tome arcanique, qui te permet de rendre un perso sorcier. Exactement. Donc voilà, les amis, on va s'arrêter ici. Est-ce que tu veux revenir sur un des sujets, mon gros Titi? Non, j'ai vraiment hâte de voir ce top 8. C'est vraiment cool. C'est le premier pour AOS. Donc, et Grave. comme on a vu la qualité de ceux à 40 000, je pense que ça va vraiment Je être vais trop faire cool. chauffer le joystick, mon gars. Les caméras, elles vont tourner dans tous Les les sens. caméras, les puis gars. on sait en plus avec l'immersion qu'on peut avoir dans les armées d'AOS qui sont magnifiques. On a plein de figurines. En plus, on a des figurines emblématiques ce week-end, donc ça va être vraiment trop cool. On a des énormes rats, des ducs, Kéros, Carbrand, le Grand Immonde, Nagash. Enfin, et franchement, c'est trop beau. Les dragons Stormcast, ça va être juste magnifique, même d'un point de vue juste visuel. Et en plus, les games vont être trop bien. Yes, donc rendez-vous les amis tout simplement demain soir à 20h30 avec Metin qui va jouer Skaven contre Mr. Zack qui va jouer Disciple of Zinj. Ça sera animé avec Pride et moi-même. Ensuite, ça sera premier rapport de bataille le samedi matin à 10h. Et derrière, ça sera tout simplement pour ceux qui veulent voir les reviews en direct aussi, mais cette fois-ci de YouTube à 11h pour les Idonet et les Fire Slayer. Et voilà, mon gros Titi. Un grand merci à toi d'avoir préparé tous ces sujets parce que c'est toi qui as tout préparé. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci, je t'en prie, c'était trop cool. Trop cool. Merci aussi à Eltion qui a justement fait la régie ce soir. Merci à toutes les personnes justement qui ont regardé ce live. On va vous donner rendez-vous tout simplement demain 20h30, peut-être en après-midi si je veux sortir les pinceaux pour décompresser un petit peu avant le Pas top pour 8. peindre, hein. Pour discuter. On sort les pinceaux pour discuter. Donc voilà, on vous fait à tous plein de gros bisous et je te laisse dire le mot de la fin. A plus, les Wargamers.